Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de la transformation des médias digitaux. J'ai le plaisir de recevoir Antoine Gauvin de Backing.fr, qui est une agence dédiée à l'affiliation au brand content et à l'acquisition. Salut Antoine, comment tu vas? Hello, oh non, très bien, merci et toi? Très très bien, merci. Je suis très impatient de faire cet épisode. Ça fait déjà quelques mois qu'on discute pour l'enregistrer. Donc là, c'est le jour J. On Euh, y arrive. avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet de la transformation des médias digitaux, il me paraissait intéressant de consacrer la première partie de ce podcast à la présentation de ton parcours, puisque tu as un parcours entrepreneurial côté média avant d'être responsable d'une agence. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce parcours d'entrepreneur dans les médias? Bien sûr. Écoute, j'ai eu la chance de faire ma carrière dans l'univers de la publicité au début. Mhm. D'ailleurs, c'était pas vraiment la publicité, c'était plus le coût au clic. Le CPC à l'époque des grands comparateurs de prix, Quel coût, Buy Central, et toute cette génération qui existe toujours, mais bon, plus compliqué. J'ai eu la chance de pouvoir, dans un premier temps, monter une première structure qui était la régie publicitaire du site Les Numériques, qui s'appelait M4 Media, qui a duré une petite année. Merci à la famille Alzieux que tu as déjà rencontré pour cette première année. On a assez rapidement switché et monté avec les associés de l'époque. Euh, En fait, on a créé la structure autour du site qui s'appelle le Journal du Geek, qui était un blog à l'époque, qui faisait sur Nielsen, Netrating, qui était à l'époque la bible de la référence des statistiques. Je crois que je faisais 400 000 visiteurs uniques à l'époque. Aujourd'hui, ça doit être 3-4 millions de visiteurs uniques. Donc c'était un vrai challenge, parce que c'était un média qui faisait un peu moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires. Et on est parti à 4 dessus. J'allais tout juste devenir papa, donc un vrai challenge professionnel et personnel. Et puis ça a été une très belle aventure avec des hauts et des bas, comme dans tous les médias, avec des loupés importants, des loupés YouTube, des associations avec d'autres médias. Mais c'est la vie de l'entrepreneuriat. Et puis on a voilà mené cette entreprise pendant 10 ans, un peu plus de 10 ans avec les associés, et on a eu la chance de se faire racheter par le groupe Kéléops, qui aujourd'hui reprend, entretient, surperforme le Journal du Geek. Donc merci à eux aussi. Groupe qui depuis a racheté aussi 01net, Gizmodo à l'international et avant était propriétaire de Presse Citron. Donc c'est très spécialiste de l'affiliation, qui n'était pas forcément notre cas au début, d'ailleurs, sur le journal du geek. On était très média, très brand content. On était un peu les premiers à aller dans ce côté mise en avant de contenu et non pas que publicité. J'ai jamais été un grand supporter de la programmatique, de vendre les habillages dans tous les sens sur le journal du geek, puisque j'en étais responsable. Voilà. Donc ça a été une très belle aventure. Et puis depuis, effectivement, j'ai monté l'agence Backing, qui accompagne à la fois les médias dans la transition de leur modèle économique, et aussi donc du coup vers le modèle de l'affiliation et du brand content, et aussi les marques e-commerce dans la création de leur programme d'affiliation, de la mise en relation avec les médias et les éditeurs. Et j'ai la chance de passer aussi la moitié de mon temps en école à former des élèves, on en parlera sûrement plus tard, former des élèves dans des blocs et des modules entrepreneuriat, mais pas que. Et j'accompagne aussi des startups dans l'ensemble de leurs projets en fonction de l'accompagnement derrière. Très clair. Quand tu as, quand vous avez décidé de revendre le journal du geek, c'était justement une décision de votre part ou vous êtes fait approcher par des groupes qui souhaitaient développer leur portfolio? Comment est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y a deux histoires. Il y a une première en fait où on a essayé de vendre le site une première fois. On a fait un premier tour. On a rencontré un peu tous les gros médias de l'époque, hein, les Webedia, les Énergie,
les RMC, BFM, qui, pour certains, ne comprenaient pas pourquoi on rachèterait un site qui fonctionne. Et puis pour d'autres, ont essayé de copier nos idées en lançant des thématiques vraiment sur la culture geek, proprement parler, puisque c'était quand même assez large en termes de sujets sur le genre du geek. Ça s'est pas fait finalement, ces rachats. Et puis on a eu ces discussions avec Kéléops, qui était assez fluide. Pour moi, c'était aussi le moment de partir d'associer, de séparer, de commencer une nouvelle aventure aussi en parallèle. Donc c'était le bon moment, la bonne opportunité, le bon prix. Voilà, 10 ans d'histoire. Il y a un moment donné, tu veux aussi passer à autre chose. Euh, et voilà, c'était vraiment un bon alignement des planètes. Et à la suite donc de cette revente, tu t'es pas dit je vais relancer un nouveau média? Alors, à la suite de la revente, il y a eu un petit coup de blues. D'accord. Parce que quand tu finalement quittes un peu et tu vends ton bébé, hein, parce que c'était clairement c'était notre bébé, même si le site avait été créé par Anne Fan, qui faisait partie de nos associés, hein. C'était lui le créateur historique, mais la structure et puis les 15-20 employés qu'on a eu, bon bah c'était nous. Forcément, tu as un petit coup à un moment donné où c'est un peu plus compliqué. Et puis, oui, en fait, clairement, j'ai fait le tour un peu sur les médias top market que tu dois connaître forcément. J'ai regardé des offres, j'ai regardé mais j'ai préféré essayer de voir ce que je pouvais faire aussi autour. J'ai commencé à planter des graines, j'ai regardé l'immobilier, j'ai regardé les podcasts avec Studio Lacmé. On a discuté, on a évoqué des sujets et puis finalement c'est un ami qui m'a dit mais Antoine viens expliquer un peu ce qu'est l'affiliation à des médias, enfin à des médias, à des marques. Et puis la structure de backing s'est créée comme ça. Après, j'ai toujours gardé quand même un lien fort. J'ai Ok. toujours eu des contacts avec des médias pendant les 4 dernières années. J'ai toujours un média aujourd'hui que j'accompagne qui s'appelle Daily Geek Show, qui est le média d'amis et sur lequel je m'amuse et je garde un lien fort avec cet univers-là. J'ai toujours dans la tête quand même de remonter quelque chose un jour. Est-ce que c'est de zéro? Non, je pense que ce serait plus une histoire de rencontre. Très bien. Donc aujourd'hui, en fait, cette expérience à la fois côté média et également cette expérience que tu as dans la formation et en tant qu'agence, ça te donne une bonne vision du marché. Donc transition parfaite sur l'état des lieux. Je sais que tu évoquais tout à l'heure un peu plus tôt ton amour pour la programmatique et le display. Donc, avant d'attaquer vraiment l'aspect monétisation, qu'est-ce que tu vois dans la consommation des médias aujourd'hui, notamment chez les nouvelles générations, où tu donnes des cours dans des écoles, donc tu es en contact avec la nouvelle génération et tu vois comment ils utilisent les médias. Quel est ton état des lieux? Hum. Euh, je vais rebondir juste sur la programmatique avant d'enchaîner. C'est vrai que quand on avait le journal du geek, moi j'étais toujours à vendre le contenu, à vendre les thématiques, à vendre un ciblage sur ces thématiques-là. Sans forcément retravailler tout le côté cookie, tout le côté programmatique, et ça gardait un côté très qualitatif et les performances étaient bonnes. C'est pour ça que j'ai jamais été à fond sur cet univers-là, et on voit qu'aujourd'hui, les marques y retournent finalement. Donc ça, c'est le petit aparté, mais on pourra y revenir. Sur la consommation, alors j'ai la chance d'avoir déjà des enfants qui ont 14 ans, qui consomment d'une certaine manière. J'ai des élèves qui ont entre 20 et 25 ans qui consomment d'une autre manière. J'en ai d'autres qui ont entre 35 et 40 ans qui consomment d'une autre manière. Et puis il y a notre génération aussi. Je dirais que les jeunes, effectivement, ils sont dans l'instantané. Ils sont avec, non plus on va sur un média, mais on utilise un réseau social avec les thématiques et les sujets qu'on aime, TikTok, YouTube Short, Instagram, les Reels. Euh, Ça zappe, ça consomme vraiment rapidement. S'il n'y a pas cette concentration tout de suite sur les 10 premières secondes, je pense que ils passent tout de suite à autre chose. Après, ils sont quand même
très informé parce qu'il y a quand même des médias ou des influenceurs qui parlent d'actualité et qui parlent de sujets sérieux, heureusement, hein, et qui consomment aussi ce type de contenu. Donc, je pense qu'ils sont plus suiveurs d'influenceurs plutôt que de marques médias. D'ailleurs, je pense que ils sont pas très fidèles comme nous on a pu l'être à notre époque. Est-ce qu'ils vont chercher l'information ou est-ce qu'ils consomment l'information? Je pense qu'ils sont plus dans la consommation de l'information qui leur vient et non pas de la recherche. Moi, je recherche l'information, de l'information qui soit m'intéresse, soit de l'information politique, géopolitique et compagnie. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment cette consommation-là. Les articles longs, je suis pas sûr que ce soit vraiment, enfin, je suis pas sûr. Je suis même sûr que ce soit plus des choses qui les intéressent. Euh, Même dans la consommation de produits, où nous on avait des comparateurs de prix, on avait des guides d'achat qui sont toujours consommés, hein. Je pense forcément au numérique, qui était la référence là-dessus, qui serait très intéressant d'échanger avec eux justement sur les typologies de tranches d'âge qui suivent ce type de médias. Mais après, l'attention, clairement, des médias, on voit que tu as une attention qui est beaucoup plus forte sur TikTok, un taux d'engagement aussi qui est plus fort. Même si les performances, quand on parle monétisation et vente pour les marques, elles se calculent beaucoup plus facilement avec des médias et les taux de transformation sont meilleurs. Alors, peut-être qu'il y a de la déperdition, qu'il y a du cookie, enfin, il y a plein de sujets sur lesquels on peut revenir, mais voilà, ils sont dans l'instantané. En tout cas, c'est ce que je remarque aujourd'hui sur les jeunes, mais même aussi sur les moins jeunes. Ils vont, enfin les 25 les 25-30 ans vont utiliser TikTok comme un moteur de recherche Ouais. en voyage. Ils vont utiliser Snap. Ils vont plus sur Google. Et demain, je pense qu'ils utiliseront ChatGPT et Co pour aller dans la recherche de l'information, soit pour leurs travaux, soit même pour l'organisation, je sais pas, d'un voyage, d'un week-end. C'est à mon avis aussi l'utilisation qui va arriver assez rapidement, qui est déjà le cas, enfin en tout cas qui est mon cas aujourd'hui par exemple. Mhm. Est-ce que tu penses que ça, quand ils consultent, donc si et quand ils consultent des médias, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que cette nouvelle génération pense de la publicité, justement? Bon, on peut rebondir encore une fois sur le display. C'est vrai qu'en en préparant ce podcast, tu disais, j'ai un doute sur combien de temps l'internaute va continuer à être OK avec le fait que quand tu vas sur un site, parfois, tu n'arrives même pas à voir le contenu tellement, tellement il y a de bannières. En fait, c'est infernal pour certains sites où la pression pub est quand même très, très forte. Quel est Mm. ton point de vue là-dessus? Bah, ce qui est marrant, enfin marrant, c'est que TikTok, Instagram est truffé de publicité. Euh, mais on s'en rend pas compte, ou ça nous gêne pas, parce que c'est bien fait, parce que c'est bien ciblé, donc on retombe sur la programmatique, ça a quand même un intérêt. Mais c'est bien intégré et donc ça nous dérange pas que ce soit les jeunes ou nous, hein, on switch, c'est pas grave, allez vas-y, on zappe, on passe à un autre reels. Sur le média, c'est beaucoup plus compliqué. On arrive, on a des pavés dans tous les sens, le sapin de Noël. Donc, comment tu veux que les jeunes aient envie de lire un média quand c'est truffé de pubs, quand c'est un pré-roll vidéo qui te bloque pendant 2 minutes, et pourtant ça les dérange pas sur Netflix. Ils ont la pub maintenant. On a tous la pub sur Netflix maintenant si on veut payer moins cher. Bah c'est comme ça. On a un contenu de qualité, mais encore une fois, on va regarder quelque chose euh, qu'on a sélectionné, présélectionné sur un média qui va, soit si tu t'informes sur ce média, tu sais que tu vas aller chercher une information, t'es OK. Mais le surf d'aller, en tout cas ce qu'on avait nous sur le journal du geek, hein, par exemple, le mot-clé journal du geek, c'était la première requête de notre trafic. Les gens venaient sur le journal du geek le matin, le midi, le soir, et ils consommaient et consultaient l'ensemble des contenus d'autres générations. Aujourd'hui, les jeunes ne font plus ça. Ils arrivent par Discover, ils arrivent par euh, TikTok ou les réseaux sociaux, et encore, c'est pas un gros apport de trafic pour les médias. Donc,
suis pas pessimiste, je suis réaliste sur. Il va falloir vraiment transformer et intéresser aussi cette jeune génération sur les médias, ou alors revoir complètement le modèle. Mhm. Et sur revoir le modèle, tu penses à quoi? On parle quoi là? On parle de modèle là, on parle de modèle économique ou on parle de modèle tout, le contenu, la proposition de valeur La proposition de valeur, le modèle économique, bien entendu, il est vital pour le média, mais c'est pas le problème du lecteur. C'est pas ce qui va lui donner envie de venir, sauf si t'es un site dédié au bon plan et bon là, ok, mais c'est encore une fois c'est de la valeur aussi ce que tu vas donner comme information. Non, c'est est-ce qu'on consomme plus de vidéos? Est-ce que l'information passe plus par la vidéo que par le texte? Oui, parce que en même temps, on peut écouter et puis faire autre chose. Tu peux aller courir, écouter un podcast, tu as l'information qui rentre. Est-ce que la concentration est la même? Non. Mais oui, il faut trouver un nouveau modèle. J'ai pas la solution encore, sinon je suis en train de travailler dessus là à l'instant. Mais en même temps, on voit bien que tous les groupes médias ont fait le switch vers la vidéo, heureusement, vers les réseaux sociaux aussi, euh, vers les Twitch. On prend le groupe Humanoid hein, qui avait testé quasi tous les modèles. Euh, C'était un des premiers médias à aller sur Twitch pour faire des tests, des previews, etc. Je trouvais ça génial. Mais voilà, ils sont présents un peu partout. Ne pas être dépendant, forcément, juste des réseaux sociaux. On voit plein de groupes médias pour qui c'est très compliqué, qui étaient dépendants et faisaient que leur trafic via Facebook, et puis du jour au lendemain, donc ça c'était il y a quand même quelques années, mais ont disparu. Mhm. Euh, Est-ce que Brut ne doit exister que par YouTube? C'est pas le cas aujourd'hui, mais voilà, est-ce que il faut être à l'affût toujours, en tout cas en tant que média, des nouvelles plateformes et de se dire bah Blue Sky, il faut que j'y sois. Les deux réseaux sociaux qui ont pumpé pendant que TikTok était banni aux US, est-ce que c'est là où il faut aller Mhm. qui était finalement un copier-coller de TikTok, sûrement pire que TikTok. Enfin, démultiplier et donc du coup démultiplier aussi les coûts parce que les formats sont pas les mêmes, il faut réadapter et puis finalement on gagne pas d'argent. C'est aussi ça le point. Qu'est-ce que tu gagnes en tant que média en termes monétaires? Comment tu arrives à ramener cette audience des réseaux sociaux sur ton média? Euh, Il y a plein de petites solutions, mais il n'y a pas de solution miracle. Et aujourd'hui, donc on a parlé côté média, côté audience, donc côté lecteur. Au niveau des annonceurs, qu'est-ce qu'ils recherchent les annonceurs quand tu leur parles avec ta casquette de gérant d'agence? Ils recherchent quoi? Ils recherchent de la visibilité, de la performance. Alors, il y a 2 ans, ils ne recherchaient pas la même chose qu'aujourd'hui. En tout cas, ils n'avaient pas les mêmes leviers qu'aujourd'hui, et puis pas les mêmes problématiques. C'est plus compliqué, hein, clairement, aujourd'hui. Donc ils veulent de la perf, et ils veulent de la vente directe. Donc l'affiliation, c'est bien, mais pour rebondir là-dessus, hein, ça se monte pas comme ça en un claquement de doigts, et ça prend du temps. Donc il faut, pour moi, en tout cas, la vision et ce que j'apporte à mes clients, c'est euh, d'arriver, en tout cas, quand on crée un programme d'affiliation, de mixer l'ensemble des différents leviers qu'on a. On a la programmatique, on a le display, on a le brand content, on a le couponing, on a le cashback, etc. Et d'arriver finalement à avoir une répartition égale entre l'ensemble de ces leviers. Mais c'est aussi variable en fonction des marques que tu accompagnes. Un produit de beauté, l'influence est essentielle. Un produit un peu plus B2B, on va essayer d'aller faire du brand content très ciblé sur des thématiques. Je pense à un client que j'accompagne où on va aller cibler. Là, je travaille sur une problématique dans l'univers agricole, rien à voir. On va aller travailler un média spécifique et on sait que on va toucher moins de personnes, mais le taux de transfo, il va être exceptionnel. Donc, on a ce discours qui est il faut qu'on fasse de plus en plus de ventes.
Il faut qu'on ait un ROI qui soit le meilleur possible pour notre stratégie, mais on n'a pas de budget. Donc c'est compliqué. Heureusement, on voit quand même qu'avec les Meta, Google et compagnie, bah oui, on arrive à quand même calculer un petit peu, même si on n'a pas les chiffres aussi précis que sur l'affiliation, et on fait des ventes. Euh, Maintenant, c'est aussi en fonction des univers, de plus en plus concurrentiels, de plus en plus chers. Euh, et donc d'arriver à avoir ce mix entre le display investi sur les Meta Google, l'affiliation, du brand, de la pub pure, voilà, d'arriver à avoir un bon mix, en tout cas dans la stratégie. Si on est que sur l'influence, ça va être compliqué. Si on est que sur l'affiliation, ça va pas fonctionner non plus. Mais quand un annonceur vient te voir, effectivement, tu as parlé de Meta. Aujourd'hui, la plus grosse, oui, la majorité des budgets pour les annonceurs vont quand même sur Meta, Google. Mm. Aujourd'hui, quand ils viennent te voir, c'est qu'ils sont déjà sensibilisés, ils sont déjà sensibilisés sur le fait qu'il faut avoir un mix. Est-ce que c'est un acquis? Est-ce que les annonceurs le savent déjà, le comprennent déjà? Ou est-ce que pour eux, c'est juste, bon, bah, ok, si on fait quelques ventes avec l'affiliation, ça sera cool. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a Ouais, quand même cette prédominance de bien Google et de sûr. Meta? Non, non, ils sont déjà très matures pour certains, pour la majorité même, sur l'achat Google, Meta, euh, 100% Meta même pour certains. Donc il y a pas de sujet là-dessus. Certains voient l'affiliation comme un plus qui peut être de 10 à 20% quand même de chiffre d'affaires hein, additionnel. Euh, mais c'est aussi, enfin il y a une grosse évangélisation à faire là-dessus. Euh, C'est-à-dire que l'affiliation a, pour certains qui sont dans le milieu, une bonne image, et puis pour d'autres, c'est les codes de réduction, le cashback, etc. Alors bon, là, en ce moment, il est en train de se passer plein de choses sur les codes de réduction. Google est en train de faire une grosse mise à jour. On va peut-être pas en parler parce que on n'a pas encore les tenants et les aboutissants et voir comment tout ça va évoluer. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que moi je me mets côté à la fois agence, à la fois éditeur et à la fois client parce que j'ai maîtrisé, en tout cas j'ai travaillé sur ces trois leviers et on sait très bien que bah, les codes de réduction te prennent à la fin la vente. Donc ça me va. Mais en même temps c'est aussi intéressant de travailler avec eux. Donc moi j'arrive en leur expliquant que si on va pas travailler le brand et donc des partenariats avec des éditeurs, si on travaille pas de la programmatique, du lien sponsor, tu vois, type SEO, c'est un ensemble, ça fonctionnera pas. Et puis il faut pas s'attendre non plus à des résultats immédiats. Et en plus, moi, j'ai cette vision d'accompagnement à la fois pour les marques e-commerce, mais aussi pour les médias des médias que j'ai accompagnés qui, au bout de 3 à 4 mois, disaient, mais on génère pas de chiffres, on génère 100 euros, c'est rien. Bah oui, mais en même temps, est-ce que tu penses que le journal du geek, les numériques, Co, ils ont commencé direct en faisant des 50 000, 100 000, 200 000, 300 000? Non. Donc c'est pareil, c'est petit à petit, tu arrives à être leader, à être bien positionné sur des thématiques, des spécificités, des sujets, des contenus piliers qui vont remonter aussi dans Google en SEO ou qui vont te permettre d'avoir une notoriété, bah, tu es la référence. Et donc je viens chez toi pour m'informer et puis à la fin j'achète parce que l'information que tu m'as transmise elle est bonne. Donc c'est un mix. Donc il y a un gros travail effectivement d'évangélisation, ça c'est certain. C'est pas le sujet le plus simple à vendre. Clairement, je serais une agence Google, Meta avec les bonnes métriques, ça serait beaucoup plus simple. Mais ça m'intéresse pas. Mhm. Euh, je préfère me dire, bah tiens, j'ai réussi à avoir un article sur tel média. On est premier sur Google, tu as de la visibilité, on génère des ventes, on traque tout ça, et puis on va rajouter la programmatique en affiliation, etc. Et là, on aura réussi. Et en plus, on a des métriques à la fois de vente et à la fois de stats dans Google Analytics, même si Google Analytics c'est compliqué aujourd'hui. Mhm. Mais on arrive à remonter et à se dire, bon bah voilà, c'est 10, 20, 30% des ventes sont générées ou en tout cas sont traquées par l'affiliation. Très bien.
Au niveau de l'état des lieux, donc là on a parlé d'aujourd'hui, on a également un peu évoqué le demain, mais si on peut rentrer plus en détail dans le demain, moi ça m'intéresse beaucoup toujours d'avoir la vision de mes invités sur à quoi va ressembler les médias, les- oui, à quoi ils vont ressembler demain. Autant vraiment, tu vois, tu te connectes à ton média et à quoi ça ressemblera, le contenu, le visuel, etc. Mais également au niveau plus la consommation des médias. Toi, tu vois ça comment? Alors, c'est une question qui peut être un peu casse-gueule parce qu'on parle de futur. Je te demande pas de sortir ta boule de cristal, mais où est-ce que tu vois l'industrie aller en ce qui concerne la consommation des médias dans les prochaines années? Ce qui est intéressant, c'est que on a deux univers qui étaient très concurrents et qui voulaient pas se parler, qui étaient la télé et YouTube. En tout cas, les YouTubeurs. Bah voilà, hein, c'est bon, ils sont ensemble Mhm. maintenant, ils travaillent. Donc ça c'est intéressant. Est-ce que les YouTubeurs, là, encore une fois, c'est comme des Mbappé, hein. Mbappé, il y en a qu'un, hein. Des gros YouTubeurs, il y en a 10, 15, hein, et puis après le reste, c'est très compliqué. J'exagère un peu. Mais en tout cas, il y en a pas beaucoup qui vont aller sur la télé. Donc ces deux médias aujourd'hui travaillent ensemble. Euh, le média, la radio, euh, je me souviens de discussions avec des PDG de radio qui me disaient, moi, la radio, c'est une technologie. Euh, bon, moi, je le voyais pas comme ça, mais euh, ils ont encore cette position, cette force, mais j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus compliqué. Mais en même temps, ils sont aussi très liés à la télé. On regarde des France Info, on regarde des BFM, des RMC, même les Europe 1. Enfin, tu les vois tout le temps sur les réseaux sociaux, Ouais, et puis ils se ces mettent sur émissions. YouTube aussi. Le France Voilà, Inter, tu peux le regarder sur YouTube, etc. exactement. Les podcasts, enfin, ils sont présents partout. Euh, Est-ce que on doit créer le média de demain en fonction de la consommation d'aujourd'hui? Bah non, parce que la consommation de demain, elle va être encore différente. Est-ce qu'il faut être présent partout? Euh, je pense que effectivement, en tant que média pur web, euh, t'es obligé d'être présent partout maintenant. T'es obligé d'être sur les réseaux sociaux, t'es obligé d'être sur les YouTube, t'es obligé d'être en vidéo, t'es obligé d'être en newsletter pour en parler. Euh, tu as ton contenu, mais finalement, ton contenu, il est présent partout. Compliqué hein, pour un journaliste aujourd'hui de créer un contenu. Tu as toujours une source d'information qui vient de l'étranger, ou alors quelque chose qui a déjà été écrit et que tu retravailles. Euh, je mets de côté tout ce qui est test produit, qui est encore différent, et puis je mets de côté tout ce qui est l'information et l'enquête, qui heureusement est très présente en France. Mais j'ai pas vraiment de. C'est pour ça que au début tu me dis est-ce que tu vas reprendre un média, etc. Ah, c'est tellement compliqué et en même temps on a envie que ce contenu soit toujours disponible aussi. C'est aussi un rôle important. Je discutais avec un média féminin qui s'appelle Mesdames point Média euh, et qui a une cible les 45 et plus qui disait mais l'information du contenu, Maïtena, qui est la créatrice, entre autres, disait le contenu que je crée, il est essentiel, il est important. Euh, je suis limite pas là pour gagner de l'argent, je suis là pour transmettre de l'information. Et effectivement, c'est notre rôle en tant que média. Et est-ce qu'on est un média avec des journalistes? Est-ce qu'on est un média avec des rédacteurs? Pour moi, ce sont vraiment deux choses complètement différentes. Est-ce qu'on est un média d'information, de création de contenu? Bah, on arrive aujourd'hui à trouver dans YouTube des créateurs de contenu super intéressants, super pertinents, dans des médias aussi. Donc finalement, en tant que consommateur d'informations, est-ce que tu dois te limiter à un média web? Non, tu vas piocher un peu partout. Tu vas écouter un podcast quand tu vas courir ou un truc pro. Tu vas aller sur YouTube pour écouter de la musique et puis hop, passer à autre chose. Donc, pour moi, il faut effectivement que le média soit présent un peu partout. Malheureusement, c'est des coûts. Mhm. Euh, et donc, est-ce qu'on se spécialise à être le média uniquement podcast, le média uniquement YouTube? Euh,
Il y a un moment donné, effectivement, il va y avoir la problématique des revenus et des ressources. Et bah, quand c'est ton média, oui, tu peux mettre de la pub. Quand tu es sur YouTube, oui, tu mets de la pub, mais c'est pas toi qui maîtrise le sujet. C'est Google. Ou alors tu as un partenaire. Donc voilà, c'est compliqué. Je sais que, en tout cas, aujourd'hui, il faut trouver des nouveaux leviers pour ramener en tout cas les internautes sur les médias. On a la newsletter, on a la gamification, on a plein de sujets qui sont pas nouveaux, hein, qui ont toujours existé, qui ont été mis de côté, mais qui permettent aujourd'hui de te ramener du trafic sur ton site, du trafic récurrent, régulier, fidèle. Euh, mais sur une tranche d'âge plutôt 30 ans et plus. Mhm. J'imagine que tu discutes beaucoup de ça avec tes différents partenaires ou clients dans le cadre de ton agence. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un résumé des discussions que tu as avec les côté médias, côté annonceurs ou même côté plateforme d'affiliation ou investisseurs dans le monde des médias? Qu'est-ce qui ressort le plus souvent en ce moment sur l'état actuel du marché et puis là où va le marché? Quelles sont les préoccupations ou même les choses sur lesquelles les personnes avec qui tu es en contact sont très optimistes, sur lesquelles ils souhaitent s'engager? Quelle est Je quelles sont dirais les que, discussions? je dirais qu'il y a un mot, c'est l'attente. Euh, Ok. c'est vraiment, on est dans une période d'analyse de. Tu me dis tout à l'heure, sors pas ta boule de cristal. Bah ouais, qu'est-ce qui va se passer demain, quoi? Hmm. Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour la consommation du contenu? On voit Humanoid qui fait un partenariat avec Perplexity, je crois. Oui. Euh, Super intéressant. On commence à voir du trafic pour des médias qui arrivent depuis ChatGPT. Euh, et c'est compliqué. Euh, donc il y a une grosse période, en tout cas pour côté investisseurs. Bon bah il n'y a pas de gros deals hein, qui se montent hein, et C'est qui un se peu. font en ce moment. Euh, sur toutes les thématiques, sur les médias encore plus, ou de l'opportunité. Bon bah voilà, on a vu ces derniers jours Mademoiselle hein, de Humanoid qui annonce plus ou moins que c'est fermé, c'est fini, Mhm. ils gagnent plus d'argent, ça fait des années, c'est compliqué, ils n'ont pas réussi à trouver le modèle, ils n'ont pas réussi à monétiser leur audience. Est-ce que c'était de la faute de leur audience? Est-ce que c'était de la faute du contenu? J'en sais rien, c'est enfin, ma petite idée. Euh, mais ouais, c'est vraiment, là, il y a une attente de voir ce qui se passe dans le monde économique au global, qui est pas facile, euh, politique. On est un peu dans une période de transition, donc pas trop d'investissements. En même temps, les investissements publicitaires sont pas non plus mauvais, mais à Mhm. 98% sur Google et Meta. Donc, quel est le levier finalement pour les autres? C'est ridicule. Euh, et en même temps, il y a toujours cette envie de combattre, tu vois, de se dire, on est là aussi pour transmettre de l'information, on lâche pas, on réfléchit toujours à un nouveau modèle. Qu'est-ce qui va nous permettre? Alors, est-ce que c'est des pansements qu'on met? Est-ce que, bah tiens, ça c'est super, ça va nous permettre de ramener du trafic, très bien. Comment on va le monétiser? Il faut réfléchir. Voilà. Mais tu vois, hier, je rencontrais une personne qui crée des événements qui n'ont rien à voir avec les médias, des événements plutôt festifs dans des PMU. Je trouve ça génial. Enfin, tu vois, de se dire le PMU, bon bah les bars PMU, c'est compliqué. Mhm. Euh, T'as tes piliers de bar, machin, etc. Et bah le mec, il te ramène un DJ, il te ramène et finalement tous les gens du quartier reviennent et Mhm. t'as ce côté où finalement on est tous en train de s'isoler et en fait on a tous envie quand même de retourner rencontrer les gens. Bah, sur les médias, je trouve que c'est un peu pareil, c'est que on est là, on discute tous ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Tiens, toi t'as fait ça, ouais, ça fonctionne, ok. Bah, par contre, ça coûte très cher. Ok. Euh, donc on se donne un peu des tips à droite à gauche. Après, t'as des secteurs qui sont plus compliqués que d'autres. T'as des
des thématiques qui performent, d'autres c'est plus compliqué. T'as des groupes comme Reworld qui annoncent des beaux chiffres et tu te dis comment ils font. Alors tu sais qu'il y a le B2B qui tire vers le haut aussi. Euh, donc je suis pas pessimiste. J'essaye de comprendre, en tout cas, et quand je discute avec les médias, on essaie tous de comprendre, de se dire comment ces jeunes vont consommer demain. Est-ce que finalement c'est ce qu'il faut se dire? Est-ce qu'il faut se préoccuper de dans demain, parce que dans demain, c'est ceux qui ont 20 ans et ce qui vont nous intéresser quand ils en auront 25, 30, donc c'est dans 5 ans. Quand on voit ce qui se passe en un an, euh, j'ai du mal à avoir une vision globale. J'arrive à avoir dans les discussions des visions vraiment tactiques, stratégiques en fonction de chaque thématique. Mhm. Euh, les hommes, les femmes, euh, il y a toujours quelque chose à faire, toujours un levier à activer et des choses à améliorer. Euh, Maintenant, c'est sûr que bah, il y a 10 ans, la publicité sur le web, c'était différent. Le trafic, il augmentait tout le temps. Mais voilà, effectivement, il y a l'arrivée de l'IA. Tout le monde dit l'arrivée, ça fait des années que ça existe, mais ça va transformer encore le modèle et la consommation. Donc voilà. Aujourd'hui, cette attente que tu constates, tu penses que c'est une attente qui est plutôt sage et sereine, plutôt en mode bon bah j'attends, mais en même temps je réfléchis à ma stratégie, etc. Ou est-ce que tu penses que ça vient plutôt d'une certaine peur et d'une appréhension, et finalement les médias sont un peu sont paralysés et n'osent pas trop bouger, parce que c'est très différent. Ça peut être une attente, ok, on attend un peu que le marché se dessine, et puis quand il sera bien dessiné, on y va, on attaque. Ou alors c'est oh mon dieu, on sait pas quoi faire, on attend, on regarde un peu ce que font les autres à droite à gauche, mais on n'a pas de plan, quoi. Alors, bon, t'as forcément les deux visions, hein. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'énergie des jeunes groupes. euh, qui ont souvent quand même été tirés par des influenceurs ou des vidéos virales qui ont cartonné. Mais tu le retrouves sur LinkedIn aussi avec des influenceurs B2B qui font Mhm. des vidéos, etc. Eux, ils ont une énergie de dingue, c'est génial. Et effectivement, ça réinvente des modèles sans forcément avoir une vision à 3 à 5 ans. Enfin, ils ont pas la vision à 3 5 ans, ils peuvent pas l'avoir d'ailleurs. Mhm. Euh, Parce qu'ils n'ont pas l'expertise, l'expérience. Et puis même si tu l'avais, c'est compliqué aujourd'hui de se dire dans 5 ans, le média, ça sera ça. Faire pour parler vraiment des médias. Donc t'en as qui sont vraiment dans le bon bah je calcule mes coûts, je peux pas investir. Tu vois, je peux pas investir dans une nouvelle techno, je peux pas investir dans un nouveau levier de traction bah, parce que j'ai plus de sous. Euh, euh, et puis t'en as qui se disent bon bah allez, dernier coup, on y va, on tente un truc et puis ça marche Mhm. et on réinvestit. Euh, c'est un peu ce qu'on faisait d'ailleurs à l'époque sur le journal du Geek. On n'a jamais fait de levée de fonds, on a toujours été on faisait très attention à nos dépenses aussi, et on réinvestissait, et puis des opportunités, on y allait. Euh, on en a loupé aussi, hein. Mais donc je pense qu'il y a un peu de tout ça, mais forcément tu l'as aussi de ton côté, cet écho, mais pas que dans l'univers des médias, hein, dans tous les univers. Et puis il y a cette analyse des influenceurs. Est-ce que demain les médias seront gérés avec un influenceur en leader? Euh, je reste persuadé que oui. Et puis on a TikTok Shopping qui arrive, tu vois, Mhm. rien à voir, mais qui va encore bouleverser les trucs en France sur l'e-commerce. Euh, voilà, en fait, le problème, c'est on a aussi des lois européennes qui viennent et qui nous empêchent peut-être aussi les médias versus les US, tu vois,
de, de se dire, vas-y, on va y aller à fond et puis on verra ce qui se passe. T'as, enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer. Est-ce que les médias multithématiques, tu vois, continueront demain? Je pense pas. Je pense qu'on va avoir de plus en plus vraiment de médias spécialisés, mais on en avait déjà avant. Hein. La presse papier existait. Donc, je dirais qu'il y a vraiment à la fois l'attente côté financier, parce que bah c'est compliqué. Hein. T'en connais beaucoup des médias qui gagnent beaucoup d'argent. On connaît quelques-uns, mais c'est compliqué. C'est ceux qui ne sont pas dépendants de d'un modèle économique. C'est ceux qui ont vraiment su diversifier à la fois les revenus et à la fois les sources d'audience, mais qui ont anticipé, pas qui se sont dit bon bah maintenant il faut faire ça, etc. Et puis t'as les attentistes qui regardent les autres et puis bah tiens, j'ai vu concurrent qui a fait ça, on va y aller. Et puis t'en as qui testent tout. Reworld. Et c'est génial de pouvoir se dire tiens, je vais tester ça, je vais voir comment ça fonctionne. Ça fait aussi un case study pour le marché. Donc c'est vraiment variable quoi. Mais justement, sur les groupes qui testent tout, et notamment, c'est vrai que Reworld, ça ressort tout le temps quand on parle de tests et de tester des nouveaux modèles économiques pour les médias. Le problème, c'est que je vois pas trop d'autres groupes qui pourraient mettre ça en place. Je te parle du marché français parce que je pense que c'est vraiment dans leur ADN. C'est la façon dont ils structurent la boîte, c'est la culture de la boîte. D'après ce que je comprends hein, de la boîte, Mhm. j'ai parlé, j'ai eu Jérémy Parola qui est directeur des opérations chez Reworld Mhm. sur ce podcast. Mais je suis pas un expert de Reworld, donc je parle pas à leur place, Bien bien sûr. entendu. Mais c'est tout ça pour dire que ça paraît génial de l'extérieur de pouvoir tout tester comme ça, mais en fait, c'est applicable, à mon avis, à que très peu de groupes parce que ça a des limites. En fait, il faut vraiment que ça soit encore une fois, dans ton ADN, il faut que ça soit ancré et ça demande une énergie et Ouais, une des énergie, investissements. une Ouais. flexibilité, effectivement, des ressources. Euh, mais si tu testes plein de choses, c'est que aussi tu n'arrives pas à te dire bon bah celui-là, il a un petit peu fonctionné ou tu ne donnes pas de chance à un modèle. Après, il y a quand même plein de groupes français, des Prisma, Ouais. des Ouest France, des Humanoïdes, enfin Humanoïdes et Bras. On a plein de groupes qui testent des 20 minutes. On a quand même pas mal de groupes médias qui testent, qui sont alors pour certains beaucoup dans l'IA pour discuter avec eux, mais et puis pour d'autres qui vont tester des différents leviers d'acquisition d'audience. Hmm. Mais j'ai tout de même l'impression que, alors les groupes que tu as cités, effectivement, ils font des choses et je les vois passer également. Par contre, je fais juste le distinguo. J'ai l'impression que quand même, autant Reward teste beaucoup de choses sur l'aspect monétisation, autant les groupes que tu as cités, c'est plus, comme tu dis, sur l'aspect acquisition, où ils testent Ouais, c'est également pas beaucoup faux. sur Non, non, la c'est monnaie. vrai. Ouais. Oui, 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 on est effectivement sur comment je vais chercher encore plus de trafic. Hmm. Et après, quand la monétisation est saine, quand je dis saine, c'est que elle n'est pas dépendante que du programmatique, par exemple, mais de partenariats, d'affiliation, de display. Bon bah, tu arrives à te dire bon bah tiens, vas-y, je vais aller chercher plus de trafic pour faire plus de ventes en Hmm. affiliation. Mhm. Et puis, si j'ai encore plus de trafic, je vais vendre mon OP un peu plus cher. Euh, Parce que c'est des grandes marques. Donc il y a quand même, je pense, la double réflexion, mais moins dans la technologie tiens, ça c'est le dernier modèle qui vient de sortir, il faut qu'on le teste. Euh,
peut-être qu'ils le testent et qu'ils font un peu moins de bruit Mhm. que d'autres groupes. Mhm. Il y a peut-être aussi cette stratégie-là. D'accord. Et sur la transformation des médias digitaux, justement, sur les modèles économiques, qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui te paraît intéressant ou qu'est-ce qui te paraît justement peut-être les modèles à lâcher, quoi, à se dire, ok, ça c'est fini, on mise pas dessus pour 2025. Bah, tu peux plus monter un modèle, un média sur du display. C'est plus possible. Je parle même pas de Adblock et compagnie, mais c'est juste que aujourd'hui, en tout cas, le modèle qui était il y a 5-10 ans d'avoir des commerciaux qui vont en agence vendre tes emplacements publicitaires avec des campagnes à Netflix où tu prenais des budgets pour le journal du geek. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. C'est vraiment une toute petite partie, encore une fois, parce qu'une grosse partie du budget va vers Meta et Google. Donc, le modèle basé uniquement sur le display, c'est pas possible. Euh, en tout cas, je lancerai pas un média uniquement sur le display, ou je reprendrai pas un média qui est uniquement sur le display. Je reprendrai un média qui justement arrive à faire un quart display, un quart affiliation, un quart brand content, et puis peut-être un quart backlink. Allez, pour parler de ce modèle économique. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment d'arriver à diversifier. Euh, Sans forcément, tu vois, diversifier, de se dire, je vais aller faire du YouTube, je vais gagner de l'argent avec YouTube, mais c'est vraiment de se dire, voilà, je suis pas dépendant d'un modèle économique et je suis pas dépendant d'un client. Euh, je me souviens au tout début, quand j'ai commencé à travailler, on avait Dell à l'époque, hein, c'était les achats de firmes de liens, de clics, qui représentaient 60% de notre chiffre d'affaires. C'était dangereux au possible. Et il a fallu aller chercher d'autres clients pour équilibrer, etc. Parce qu'une part, bah, c'est fini. Donc tu peux plus être dépendant comme ça d'un client, d'un fonds. Euh, donc forcément, tu as le brand content euh, et derrière l'affiliation, mais ça se monte pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Ça prend du temps de devenir la référence, d'utiliser aussi tes réseaux sociaux pour montrer que tu es une référence aussi là-dessus. Euh, bah tant pis, tu vas perdre des ventes parce que Instagram, le clic il va sauter ou ton code promo il va être repris par un site. Mais ça t'apportera aussi de la visibilité, de la référence, ta marque sera connue. Euh, Demande aux jeunes aujourd'hui de citer un média sur lequel ils vont et sur lequel ils sont fidèles, tu vois. Tu vas ressortir un peu de Combini, un peu de Brut, euh, et puis après c'est des influenceurs. Enfin, l'époque où Melty était la référence des médias des jeunes, ça n'existe plus. C'est fini. Sur les modèles économiques émergents pour les médias, tu parlais de content commerce, mais tu englobais l'affiliation et tu parlais également donc d'influence et de dropshipping média. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce modèle? Ouais, alors sur le dropshipping média, j'intégrerais aussi l'influence, c'est-à-dire que euh, je- si tu arrives à gérer 100% de la chaîne de la vente du produit, euh, t'as réussi. Et on le voit avec les influenceurs qui Mhm. cartonnent, c'est ceux qui vendent leur marque, leurs produits, et finalement ils vendent quasiment plus que ça. Mais ils ont l'envie, en tout cas, de mettre encore plus en avant leurs produits. Euh, sur le brand content affiliation, effectivement, on mélange souvent ces mots euh, de se dire euh, le brand content, c'est vraiment un article dédié qu'on a vendu à une marque. Finalement, si t'as pas la réflexion d'affiliation derrière, pas sûr que c'est trop d'intérêt. Enfin, ok, ils ont payé tant pour avoir leur article. Bah, c'était comme les pages de pub dans un magazine, dans la presse, hein. Euh, mais aucun intérêt. Enfin, quel est l'intérêt de ne pas avoir de chiffres derrière, de vente, de clics, de visibilité? Tu les as, toi, ces infos, mais tu les partages pas avec le client parce que tu as une agence entre les deux, etc.
Donc pour moi, les deux, ils doivent être liés. Euh, Tu payes un article, ok, tu rajoutes l'affiliation derrière. À la limite, tu prends un des frais fixes un peu moins important, et puis tu rajoutes d'un CPA peut-être un peu plus élevé pour ton client que le CPA que tu proposes habituellement sur le marché. Et puis t'optimises. Tu vois comment ça fonctionne, comment l'article remonte. Euh, donc c'est un mix des deux. Encore une fois, et tu as besoin de ces deux-là, et tu as besoin d'une newsletter derrière pour aller renvoyer ton audience, capter l'audience historique qui vient sur le site. J'ai un média, on a 450 000 abonnés sur la newsletter. C'est 30%, 30% du trafic de temps en temps. Bah, tu sais que demain, tu perds du SEO, tu perds un partenariat, tu as toujours ces 30%. Mhm. Euh, et, et finalement, les newsletters quotidiennes, au hebdo, etc., ont été mis de côté un peu par tout le monde. Et là, tout le monde y revient. Mhm. C'était, je dois avoir ma newsletter. euh, et alors ça, on parle des newsletters de médias, mais on pourrait parler aussi des newsletters d'influence, de tous ces modèles économiques, de podcasts, de groupes de podcasts qui se lancent dans les newsletters. Enfin, euh, voilà, il y a un gros marché qui ressort là-dessus. Euh, Ce me fait un peu rire parce que c'est un marché qui existe depuis 20 ans. Enfin, les newsletters, ça a toujours existé. Euh, mais voilà, ça revient aussi parce que peut-être que tu as l'impression d'avoir une personnalisation du contenu. Ça arrive directement dans ton téléphone. Encore une fois, on en parlait au tout début, c'est est-ce que tu vas chercher l'information ou est-ce que l'information vient à toi? Bah là, avec la newsletter, l'information vient à toi. Et en même temps, si elle est bien ciblée, moi je consomme des newsletters dédiées à certaines thématiques. Snowball, par exemple. Ouais. Euh, voilà. Mhm. C'est ce type de newsletter qui m'intéresse aujourd'hui. Mhm. Et si tu as un média, c'est t'envoies ta newsletter quotidienne, bah essaye aussi si tu peux de la thématiser en fonction du trafic euh, de l'internaute. S'il est venu consommer un contenu de science, envoie-lui du contenu de science. Mhm. Alors, on peut arriver à faire ces choses-là aujourd'hui. Euh, S'il vient pour consommer un test de vélo, bah envoie-lui ton guide d'achat quoi par newsletter. Ouais, effectivement, il y a plein de choses très intéressantes pardon, qui sont mises en place par les médias côté newsletter. Mais encore une fois, ce qu'on constate, c'est que c'est surtout une méthode utilisée ou un canal utilisé plus pour de l'acquisition. Effectivement, si mon SEO il saute, bon, bah, je peux quand même continuer à communiquer auprès de mon audience avec la newsletter. Sur la monétisation des newsletters, est-ce que tu vois des choses intéressantes? Des médias qui a, parce que souvent la newsletter c'est le premier levier pour passer par exemple un lecteur à un abonné payant pour les Hum, médias, hum. pour la presse. Mais au-delà de ça, si on prend des sites un peu plus thématiques, comme par exemple un journal du geek ou un numérique, etc., est-ce que tu vois des, ouais, des initiatives ou des choses intéressantes qui sont mises en place par le biais de la newsletter? Alors, pour l'instant, je vois pas de choses. Enfin, j'ai pas un truc, tu vois, qui me dit ah tiens ça c'est vraiment une bonne idée. Euh, je pense que ces médias sont en train de requalifier aussi finalement un peu leur audience. Euh, et comme c'est pas un travail qui a été fait depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui revient depuis 1 an ou 2 ans. Ça dépend des groupes, hein, bien entendu. Mhm. Euh, mais j'ai pas un truc où je me suis dit, tiens, ça, c'est super. Alors que je me dis, demain, tu vends une OP avec du contenu, t'as vraiment, t'arrives à retargeter tes lecteurs de thématiques cuisine sur Marie-Claire, bah tu leur envoies une newsletter avec un air fryer et puis du contenu et des recettes. Enfin, tu vois, d'arriver vraiment à cibler en fait le contenu. Je pense que avec les intelligences artificielles, les ciblages, l'automatisation, bon, c'est des choses qui sont largement faisables. C'est des sujets d'ailleurs sur lesquels on travaille avec certains de mes élèves. Euh, et donc ça serait peut-être quelque chose d'intéressant. Et tu aurais des taux de clics de dingue, et puis peut-être des taux de transfo aussi de dingue. Mais j'ai testé effectivement l'affiliation
sur la newsletter, c'est compliqué. C'est compliqué. Soit tu mets en place le modèle clic direct, et donc il faut vraiment avoir une bonne accroche dans ton contenu ou dans ta vignette. Soit tu rediriges l'internaute sur un contenu qui va être dirigé sur une fiche produit. Donc bon, il y a une déperdition, mais si derrière il y a une vente ou en tout cas une redirection, c'est assez quali. Et puis surtout, bah après tu poses un cookie et puis tu peux recibler pour un autre partenaire. Ça fait partie d'un ensemble. Mais effectivement, tu as aussi les deux modèles que tu évoquais. C'est celui qui va qualifier sa base pour avoir un paywall et puis le contenu payant de son site, qui est la stratégie qui est mise en place par certains groupes médias. L'équipe, enfin voilà, ils sont nombreux aujourd'hui à l'avoir. C'est des chiffres qui sont assez confidentiels encore aujourd'hui. C'est compliqué d'avoir plus de précision là-dessus. Pour pouvoir faire des analyses, il faudrait envoyer des petits espions dans les différents groupes pour pouvoir faire une bonne analyse de ce marché-là. Mais ouais, c'est plus pour l'instant vraiment de l'acquisition de trafic, de l'acquisition de base. Et après, derrière, c'est compliqué aussi. Tu peux pas revendre non plus. T'as les opt-in partners, etc. Tu peux plus, enfin, c'est plus le Far West comme pour le coup il y a 10 ans, quoi. Mhm. Quand tu parles du test que tu as fait de l'affiliation via newsletter, c'était avec Journal du Geek ou c'est avec Non, c'est un de tes non, clients? c'était pour un client avec une newsletter euh, de marque d'un groupe média, et on a eu quelques clics, on a eu un peu de visibilité, on n'a pas eu de vente. Je peux pas en faire une analyse précise. Il faut qu'on relance l'opération pour pouvoir vraiment se dire c'est la bonne cible ou pas. C'est plus, je pense, une question de cible. Après, sur des newsletters de certains de mes clients où on redirige du trafic vers un univers de jeu, donc de gamification d'un média, là ça fonctionne. Là, on a vraiment le je reçois pour un des médias que je gère des mails de temps en temps de lecteurs qui disent je ne reçois plus la newsletter. Enfin, ça va d'arriver on est sur une tranche d'âge un peu plus âgée. Mhm. Mais pour moi, ça, quand tu reçois ce mail-là, t'as gagné. Ouais. T'as réussi ton ciblage, en tout cas. Mhm. Donc la logique là, c'est encore une fois, les abonnés aux médias. Donc ils sont abonnés à la newsletter et tu leur envoies une newsletter dédiée pour faire des jeux, pour participer à des jeux sur le média, c'est ça? Ouais, bah, il y a une boîte que j'accompagne qui s'appelle Anthem, Ouais. euh, qui a créé son modèle un peu sur le New York Times, à savoir les mots croisés, il y a de nombreuses années, qui aujourd'hui représentent une grosse part du chiffre d'affaires du groupe, et de se dire que bah, la gamification d'un média, et donc de thématiser aussi cette gamification, les Wordle, Mhm. euh, les, euh, les mots cachés, les mots fléchés, les quiz, ça cartonne. C'est vraiment une audience qui en revient, une audience qui reste entre 5 et 10 minutes dans cet espace, à qui tu vas proposer du contenu thématisé. T'es sur un quiz de manga, bah, t'es dans un univers manga. Mhm. Et derrière, après, tu vas reproposer aussi du contenu. Et puis, bah, tu vas aussi pouvoir qualifier cette audience, récupérer des adresses mail. Donc, il y a un gros engouement en ce moment là-dessus, de se dire, on les voit, hein, tous les médias ont un espace de gamification. On parlait de l'équipe tout à l'heure. L'équipe, Ouest France, 20 minutes, ils ont tous les mots fléchés, les mots croisés depuis des années. Et ils essayent tous aussi de trouver le modèle, de craquer le truc, parce que c'est un des coups. Et je pense que, bon, c'est pas parce que je l'accompagne en thème, mais en thème a trouvé, je pense, un bon modèle justement de SaaS pour ces marques-là, avec des performances qui sont assez intéressantes. Et puis après, c'est d'arriver à monétiser vraiment avec du display. Et ma prochaine étape, ce sera avec de l'affiliation. Mhm. Très bien. Ce n'est pas encore mis en place. Ouais. Je suis en discussion avec Julien de Anthem. On prépare un podcast également, donc super intéressant J'écouterai et avec attention. ça nous donne un petit aperçu.
Mais c'est effectivement une solution super intéressante. On voit que la gamification des médias, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais effectivement, sur le modèle économique, c'est un peu plus hasardeux et c'est un peu plus compliqué. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une solution dédiée. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça rejoint tout ce que je te dis depuis, enfin, ma ligne directrice qui est de se dire, la gamification c'est bien, la newsletter c'est bien, le display c'est bien. En fait, c'est voilà, c'est un écosystème global où avant on se préoccupait uniquement du display. Bon bah, on avait du display, on avait du trafic, ça fonctionne, c'est très bien. T'as ceux qui ont anticipé et ceux qui ont créé des bases d'emailing. T'as ceux qui se sont dit on va aller assez rapidement sur la gamification. Et donc sur Google, tu tapes Wordle, bah t'es le premier et donc tu ramènes énormément de trafic. Après, il y a des audiences qui s'y prêtent plus que d'autres. Mais voilà, c'est d'arriver à faire un ensemble global. Alors ça demande des ressources, ça demande des moyens, ça demande des compétences. Euh, mais sans ça, je ne vois pas comment tu peux t'en sortir demain, quoi. On va faire un focus sur l'affiliation, si tu veux bien. Tu as mentionné tout à l'heure que sur le journal du geek, vous n'aviez pas commencé forcément avec l'affiliation. C'est au moment du rachat où le groupe Kellops a vraiment plugué l'affiliation sur le journal du geek, ou c'est bien avant que vous vous êtes dit quand même il y a quelque chose à faire. Alors, on l'a fait avant. On l'a fait avant. On avait des contenus que je ne nommerai pas qui généraient un chiffre d'affaires de dingue avec une très bonne position SEO qui faisait peut-être la moitié de notre chiffre d'affaires de l'affiliation. Ok. Donc on en faisait déjà. Bien entendu, on faisait des contenus dédiés, on faisait des grosses thématiques. On n'a jamais été trop comparateur de prix. Euh, J'aurais bien aimé avoir la solution Affilize parce que bah, le journal du geek, cordonnier le plus mal chaussé, on n'avait pas une équipe de développeurs énorme, donc on faisait avec les moyens. Euh, mais ça aurait été plus simple d'avoir une solution technique comme ça. Je parle pas du coup, mais je parle de la solution technique qui est très bonne. Euh, et donc on y était, mais effectivement les moyens étaient plus sur le brand content pour le coup, tu vois. Je me contredis, mais en même temps c'est ce qu'on faisait au tout début. Je me souviens d'une réunion avec une conférence chez Awin où il y avait trois gros groupes médias, on va pas les citer, mais des groupes avec des chiffres à l'intérieur qui disaient ah, on est les premiers à avoir fait du brand content. Je leur disais mais attendez, brand content, affiliation, ça fait 10 ans qu'on fait ça sur le journal du geek, ça fait 15 ans que les numériques le fait, enfin ça existait déjà effectivement. Euh, mais eux l'ont fait sur des thématiques peut-être un peu plus larges, c'est pour ça qu'ils disent ça. Donc non, on en faisait. On faisait du clic. Enfin, moi j'ai commencé en vendant du clic hein, à l'époque, mais pas avec les gens du geek. On faisait de l'affiliation, mais c'était pas industrialisé. C'était clairement pas industrialisé. On allait plus chercher les budgets auprès des agences de pub, agences médias, pardon, plutôt que des plateformes d'affiliation. Teleops est arrivé. Ils avaient une techno d'enfer sur Presse Citron. Ils ont appuyé sur un bouton. On résume un peu, mais on va l'expliquer comme ça. Ils ont passé le journal du geek sur la techno de Presse Citron et ils avaient des trackings de clics, etc. C'était génial, bravo. Et donc ça a permis d'accélérer et d'industrialiser vraiment l'affiliation et d'aller chercher aussi des budgets directement auprès des agences d'affiliation. D'accord. Ce qui n'était pas notre cas. Clairement, on n'allait pas du tout chercher les budgets à ce niveau-là. Donc on en faisait, on connaissait, mais on n'avait pas industrialisé la chose. Quand tu parles d'aller chercher des budgets, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, affiliation, tu peux aller sur Awin, tu te connectes, tu récupères ton lien et tu lances le programme. Ça veut dire mettre en place des opérations plus poussées, négocier des deals. Ouais. Clairement, alors, faut pas se mentir, hein, l'affiliation pour un client, je sais pas, prenons Cdiscount, Cdiscount a 5
10 gros médias partenaires qui génèrent 80, enfin la loi de Pareto, elle est là, Mhm. quoi. Mhm. 80% de son chiffre d'affaires généré par 20% de ses clients. Et donc, le deal avec ces 20% de clients est pas le même qu'avec les 80% restants. Clairement, à la fois sur le taux de commission et puis à la fois sur des budgets additionnels. T'imagines bien quand des grosses périodes comme le Black Friday, comme les soldes arrivent, c'est des espaces qui sont réservés, c'est des espaces de visibilité, des espaces de trafic, sans forcément avoir un objectif de vente derrière, alors qu'on est sur de l'affiliation. Euh, mais on sait que l'ensemble du calcul va être positif. On a des marques tech, des marques comme Samsung, etc., qui avaient des budgets d'affiliation qui a parfois été plus importants que leur budget média, Mhm. média pure web, hors Meta, Google et compagnie, mais le budget dédié aux médias avec du display était moins important que le budget dédié à l'affiliation. Donc oui, il y a des budgets, il y a des articles sponsorisés, donc des frais fixes qui sont Mhm. très présents dans l'affiliation. Et c'est pas ce qu'on avait automatisé, en tout cas, et industrialisé au journal du Geek avant de se faire acheter. Et donc ça nécessite pour les médias une équipe avec un sales, une personne qui va négocier les deals, ou c'est plutôt ça dé- c'est plutôt réservé à des gros groupes médias, ou comment tu vois les choses aujourd'hui si tu devais conseiller un publisher qui fait de l'affiliation et qui se dit ah tiens c'est intéressant, moi je ferais bien aussi des deals un peu plus poussés en affiliation, pas juste récupérer mon lien et espérer que faire des ventes. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu conseilles de monter une équipe, de vraiment prendre ça au sérieux? Alors bon, ça dépend de ton trafic, hein. Euh, Clairement, si tu as un petit trafic et que tu fais de temps en temps des ventes, n'espère pas aller chercher un budget de frais fixe. C'est pas possible. Par contre, si tu es spécialisé sur une thématique, que certes, tu ne génères peut-être pas énormément de volume de chiffres, mais que tu es limite tout seul ou qu'il y a un ou deux concurrents, sur toutes les plateformes d'affiliation, tu as un petit inbox, tu contactes le responsable ou tu as même le mail ou son numéro de téléphone. N'hésite pas, vas-y, appelle quoi. Que tu sois sales expert d'affiliation ou pas, tu peux y aller. Donc oui, il faut une équipe. Est-ce que tu peux automatiser la chose? Je pense, oui. Tu peux envoyer du mail, du spam dans tous les sens. Est-ce qu'il sera lu? Je sais pas. J'aime bien quand même le côté relationnel, hein. Mon métier historique, commercial, c'est quand même de discuter avec les gens et d'écouter leurs besoins. Et pour pouvoir apporter une réponse précise sur ce qu'ils attendent et sur ce que tu peux faire. Pour moi, c'est important. Donc, bien entendu, les grands groupes ont tous des équipes dédiées à la fois à l'affiliation et aux médias. Et souvent, c'est pas les mêmes équipes. En tout cas pour les gros groupes médias. Mais je dirais que petits médias, si t'es spécialisé, tu peux y aller. Puis gros médias, ils sont tous déjà présents. T'as même sur les plateformes d'affiliation des espaces où tu mets en vente directement tes frais fixes et puis tes opérations dédiées. Est-ce que c'est encore important d'avoir un kit média PDF avec effectivement tes encarts pour le Black Friday, etc. Ou est-ce que maintenant, c'est plus, il y a des méthodes un peu plus modernes? Je te pose la question parce que moi, je suis publisher, enfin, j'étais publisher et à l'époque, c'était aussi avec du kit média, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est un peu moins ça quand même. C'est plus du relationnel. Ils savent qui contacter. Euh, j'ai jamais été un grand fan des média kits. Hmm. Euh, je disais toujours à mes commerciaux, envoyer un média kit, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Ça Hmm. sert pas à grand chose, hein. C'est le rendez-vous et puis limite le support, c'est important, bien entendu. T'as des chiffres, t'as des thématiques, mais t'écoutes le besoin. Enfin, l'empathie client, ce qu'on apprend en école, c'est la base. C'est avant de présenter quelque chose, écoute le besoin de ton client. Donc euh, est-ce que tu as vraiment besoin d'un media kit? Je dirais que oui, allez, ça prend 3 minutes, tu vas sur gamma.app et puis tu crées ta presse en 3 clics. Aujourd'hui, on a des outils qui te permettent de le faire et de pas trop perdre de temps. Donc fais-le, mais c'est pas ce qui va te permettre de générer une vente. Enfin, clairement, ça va être ton produit et puis ça va être le besoin de ton client et l'écoute que tu vas avoir. Est-ce que tu as d'autres conseils ou peut-être bonnes pratiques
à partager à des publishers qui nous écoutent? Peut-être des publishers qui font de l'affiliation, mais qui se disent oui, il y a quand même du potentiel et j'aimerais aller chercher plus de revenus sur l'affiliation. Bah, je dirais qu'il faut faire du sur-mesure en fait, du sur-mesure par rapport aux thématiques. C'est-à-dire que même si tu es un média multi-thématique, il y a des thématiques sur lesquelles tu es plus fort, il y a des thématiques sur lesquelles tu es bien positionné en SEO, donc regarde aussi tes mots-clés, et puis prends ça comme une opportunité de générer des ventes peut-être un peu plus facilement parce que d'un point de vue SEO, tu es bien positionné. Ça, c'est le premier point. Mais de faire du sur-mesure, enfin, de faire un media kit qui parle de ton trafic, dire, voilà, tac, c'est génial, mais et puis va utiliser des cas de vente que tu as fait. Alors après, on parle du marché de l'affiliation en France, il y a toute l'Asie aussi hein, qui est très présente. On a des sociétés comme Impact qui sont aussi présents à l'international, avec des annonceurs à l'international, donc avec une approche aussi différente. Peut-être d'aller voir justement ces plus petits annonceurs pour leur vendre des frais fixes, parce qu'ils sont très friands de ça. Un peu plus compliqué en ce moment, en 2025 mais c'était le cas avant, plutôt que de se dire bon t'es un petit annonceur, enfin un petit média, est-ce que Cdiscount va t'écouter? Si t'es spécialisé, peut-être, mais si t'es multi-thématique, ça va être compliqué parce que devant il y a des groupes médias de dingue ou des spécialistes de SEO qui te permettront pas de remonter naturellement et donc ton ce sera pas très intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que beaucoup de plus petits médias font quasiment que du Amazon. Parce que, enfin, Amazon et d'autres plateformes multithématiques. Parce que Amazon, déjà, en termes de tracking, tu cliques dessus, bah, ça t'ouvre l'application et puis il n'y a pas de perte. Versus Cdiscount, tu vas pas être dirigé sur l'application. Enfin, tu restes dans le site, tu fermes la fenêtre. Enfin, voilà. Donc je dirais que effectivement pour moi c'est le sur-mesure. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on a toujours fait au Journal du Geek. Hein. Netflix, Daredevil, je repense à cette campagne, je sais pas pourquoi. Bah on avait travaillé une thématique spécifique. Et puis d'autres annonceurs des thématiques. Enfin voilà, de faire vraiment un ciblage euh, là où tu es bon quoi. Je pense qu'il y a certains publishers ou des éditeurs, des médias qui peuvent peut-être un peu confondre certaines choses parce que quand on parle d'affiliation sur le podcast, les invités parfois parlent de frais fixes, alors que l'affiliation, c'est très performance. On pense affiliation, tu prends un pourcentage de la vente ou du lead que tu génères, etc. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup d'expliquer ce concept de frais fixes. Ouais. Et je Parce suis que je pense. bipolaire là-dessus, tu vas voir. Ok, bah vas-y, je te laisse aller parce que moi aussi j'ai une opinion un peu Non, particulière là-dessus. quand je dis que je suis bipolaire, c'est que comme à la fois je gère des médias et des annonceurs, bah, je change de camp. Hmm. Donc, bien entendu, quand je vais essayer de chercher une publication pour un client, e-commerce donc, euh, auprès d'un groupe média où je me dis qu'on va mettre en place de l'affiliation et que je reçois une proposition avec des frais fixes ou des coûts au clic, première chose, c'est que je dis, oh, on est dans de l'affiliation. On a parlé pendant 10 minutes au téléphone d'affiliation et tu m'envoies un budget. Hmm. Bah non, non, l'affiliation, effectivement, c'est de la vente. C'est le CPA, coût par acquisition. 10%, 6%, 5%. Maintenant, il faut être réaliste. Euh, on, Côté média, on veut aussi toujours plus parce que est-ce qu'on va prendre le risque de faire un article, de produire un article et de rien vendre, ou est-ce qu'on veut quand même un minimum de frais fixes? Euh, donc là, je me mets côté côté publisher, où je vais penser affiliation. Alors, soit j'ai vraiment une stratégie d'affiliation pure et dure, et je ne contacte finalement même pas les annonceurs, Ouais. et je crée un contenu dédié, les meilleurs guides de tablettes. Bon, bah, je vais mettre les liens directs, etc. Allez, si je veux vendre la position 1, je vends la position 1 à Samsung parce que je les ai eus au téléphone. Mais je vais mettre un lien et je ne gagnerai de l'argent que au moment où l'internaute aura acheté
le produit. Là, on est vraiment sur le modèle de base de l'affiliation. Mais effectivement, comme je t'ai dit, tu vois, la position 1, elle a un peu de valeur. Donc, Mm. Samsung, tu veux être premier? Excusez-moi, Samsung, je vais dire Apple. Euh, tu peux payer, allez, des frais fixes tous les mois, ou un frais fixe unique. Euh, et puis, tu as aussi ceux qui te disent, bah, c'est des coûts au clic, mais qui intègrent l'affiliation dans le coût au clic. Ça n'a rien à voir. Non, l'affiliation de base, c'est effectivement de rémunérer à la vente le publisher, le partenaire, l'influenceur, la programmatique, etc. Mais effectivement, maintenant, on intègre des frais fixes à chaque fois qu'on a une demande d'un annonceur. Mm. Ouais. Pas très clair. Ouais, c'était Non, pas très très clair. clair. Mais c'est Non, parce non, bah, que la précision était non très mais claire. là, on est dans une période où on essaye de récupérer des budgets un peu partout. Donc on se dit, bah tiens, ils nous contactent, bah ça a une certaine valeur. Et je suis assez d'accord avec ça aussi, hein, quand je me mets côté publisher, ça a une valeur de créer un article dédié. Mhm. Par contre, effectivement, si je t'intègre dans un guide où il va y avoir 50 produits, c'est plus compliqué de te demander des frais fixes. Ouais, je comprends. J'ai une vision aussi un peu, enfin côté ex-publisher entre guillemets, où au début je faisais de l'affiliation et je mettais les liens et exactement ce que tu as raconté. En fait, je contactais même pas les annonceurs et je me disais bon bah c'est mon travail qui va mériter de faire une vente ou pas. Et au fur et à mesure que le site se développait, j'étais en contact avec des plateformes d'affiliation qui me disaient ah bah tiens tel annonceur a du budget, etc. Et je comprenais pas au début. Je me disais mais j'intègre l'affiliation, je suis payé à l'affiliation, en plus ils veulent me donner des frais fixes et j'ai dit bah forcément j'ai dit ok quoi. Mais Mmh. derrière c'est du travail aussi parce que on ne devient pas juste un producteur de contenu, on devient également une mini agence en fait où on fait du contenu dédié pour un média, pour un annonceur pardon, etc. Sur Mmh. des période généralement où c'est le feu, comme le Black Friday où on a 40 000 OP à gérer, etc. Donc c'est là où on comprend que le frais fixe, effectivement, ça peut aider à mettre en avant certaines opérations. Mais côté annonceur, c'est vrai que, tu vois, si j'étais un e-commerce, je me dis, ah, bah non, j'ai l'affiliation, c'est ton contenu qui va parler, etc. Donc, Ouais, mais ça n'existe plus. Et puis je pense que les premiers annonceurs qui t'ont contacté, c'était des annonceurs sur ta thématique. oui, ouais, complètement. Ouais. Voilà. Mm. Ils se sont dit, bah tiens, il y a des ventes qui sont générées, il y a un petit truc, il y a une pépite, bah, je vais rajouter un peu de budget, je vais me le sécuriser et puis je vais pas le laisser partir à la concurrence et mettre le lien, alors que toi, au début, ton modèle économique n'était pas du tout comme ça. Mm. Non, pas du tout, ouais, effectivement. Et Donc il y a puis, de l'opportunité, de l'opportunisme côté à la fois annonceur et côté éditeur. ouais, tout à fait. Parfois, il y a aussi certains annonceurs qui vont être OK de mettre du budget parce qu'ils savent aussi que leur programme d'affiliation, il performe pas, quoi. Tout simplement. Parce que le CPC, le IPC, pardon, donc le earning per click, il est complètement bidon et donc ils se disent, il n'y a aucune chance que les affiliés vont mettre en avant mon programme si je leur donne pas un petit bonus, quoi. Ouais, Donc, ou alors parce que c'est ultra concurrentiel, ou alors parce qu'il y a un gros leader en termes de concurrence sur le marché et que bah c'est compliqué de générer des ventes, ou alors parce qu'il y a Amazon en face aussi, hein, ouais. et que faut aller lutter contre ces géants. Mais oui, 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 c'est clairement une obligation en fait finalement aujourd'hui de mettre des frais fixes. En tout cas, ce qui ressort de tes conseils, c'est décrocher son téléphone et puis d'être en contact soit avec les annonceurs, soit avec les agences. Tu parlais d'un événement avec Ewin aussi. Tu participais beaucoup à des événements, je sais pas si c'était des tables rondes, mais parfois Ewin effectivement organise des rencontres annonceurs affiliés. Est-ce que tu conseillerais de faire ça Alors, aux médias? encore une fois, c'est plutôt réservé quand même aux gros médias. Euh, c'est pas juste, hein, mais c'est vrai que c'est plutôt des moments où on va faire des analyses de marché, des études, des cas, euh, et, euh, et des échanges et des rencontres clients, annonceurs, éditeurs. Donc oui, il y en a, hein, et pas qu'à Win, quoi, en gros, toutes les plateformes font des petits événements, une, deux fois ou trois par an. Des rendez-vous aussi, hein, tu Mhm. fais des rendez-vous avec ces agences-là. Donc oui, oui, il faut prendre son téléphone, il faut décrocher. Je dirais, je pourrais pas donner un minimum de trafic
Euh, Tu vas te dire à partir de tant de trafic, tu, tu, tu peux les contacter. En vrai, faut essayer. De toute façon, si tu n'appelles pas, tu ne fais pas la démarche, tu sauras jamais. Donc oui, c'est clair que conseil numéro un, c'est vas-y, prends ton téléphone, ou envoie un premier mail et puis vois un peu ce que le client a besoin et propose-lui un dispositif sur mesure. Ok, très En tout clair. cas, qu'il ait l'impression que le dispositif est sur mesure. Hmm. Si tu devais relancer un média de zéro, prochaine partie du podcast, euh, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais je pense que tu es tenté, tu en as parlé. T'aimerais à terme relancer quelque chose. Encore une fois, un média, ça veut tout et rien dire. On en a parlé. Tu vois, ça peut être, tu peux être influenceur et être considéré comme un média, ou tu peux Euh, être un site, etc. Donc, ce sont des choses bien différentes. Mais quels seraient tes conseils pour les entrepreneurs qui sont très chauds sur le business des médias, qui aimeraient se lancer aujourd'hui? euh, Compliqué. Si je relance un jour un truc, clairement, ça sera, je pense, sur une thématique. Soit une thématique qui me plaît, euh, une passion ou un sujet que je maîtrise, ou alors vraiment côté opportuniste, une thématique où là je me dis, allez, il faut y aller parce que aux États-Unis, ça cartonne, ça va arriver en France, soyons les premiers. Donc il y aurait ces deux visions-là. Et puis de voir peut-être justement la maturité de ta thématique en affiliation, parce que ça peut être assez représentatif finalement du business global. De se dire que euh, cette thématique-là n'est pas présente en affiliation, c'est étonnant. Analyse peut-être le truc. Alors, soit tu es trop tôt, mais finalement t'es jamais trop tôt. Lance ton truc et puis ne dis pas que tu vas générer énormément d'argent au début. Mais bon, là, c'est une réflexion vraiment média, pas une réflexion influence. Mais je pense qu'il faut aussi euh, un représentant. C'est-à-dire qu'un média sans un influenceur, on va l'appeler comme ça, euh, c'est un peu, j'ai du mal. Euh, mais en même temps, on a toujours eu ça, ça a toujours existé. Avant, c'était des rédacteurs en chef. Les rédacteurs en chef du Monde, du Figaro, enfin, voilà, ils étaient là, ils faisaient des tables rondes, ils faisaient des émissions de télé, etc. Donc, c'était déjà des influenceurs. Aujourd'hui, on le voit de manière un peu plus péjorative, le mot. Euh, mais finalement, le job est le même. Donc, il faut que tu aies ton leader. Il faut que tu aies voilà, vraiment une personne qui... Enfin, tu vas lancer un média euh, sans une tête d'affiche, j'y crois pas. Ou alors, tu fais un truc, c'est une machine, c'est de l'automatisation. Enfin, tu vois, c'est de l'IA qui produit ton contenu et puis allez, t'y vas et puis on s'en fiche. Et on regarde pas ce qu'on fait. Mais pour moi, il faut vraiment, il faut un leader, il faut un représentant du média. C'est, c'est dangereux, euh, sauf s'il fait partie vraiment intégrante de l'aventure. Euh, mais sans lui, j'ai du mal. Enfin, j'arrive pas à trouver. Là, tu vois, je réfléchis à des médias. Alors, Reward a peut-être déshumanisé un peu ça. Finalement, dans le B2B, les numériques étaient reconnus par leurs créateurs. Euh, euh, Au féminin, peut-être un peu plus large, il y avait peut-être un peu moins d'audience, enfin de représentants, sauf dans le B2B. Euh, mais ils ont aussi, tu vois, ils sont allés chercher finalement des médecins, etc. Donc ils ont aussi essayé d'humaniser le truc. Et qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Pourquoi les influenceurs, ça fonctionne? Ah, parce que c'est toi et moi, c'est n'importe qui. Alors, on parle pas des méga stars, mais ces micro, nano influenceurs fonctionnent parce que tu t'y retrouves. Donc un média, pour moi, demain, c'est avec une référence à l'intérieur.
Donc tu parles vraiment d'incarner le média que tu représentes quand Ouais, tu lances. Et tu as parlé de risque. C'est effectivement très risqué parce que bon, si toi, tu es Antoine Gauvin, demain tu lances ton média, je sais pas, B2B ou même du B2C et que tu incarnes, ok, c'est ton. c'est le mien. C'est le tien, mais ce qu'il y a, c'est que demain, est-ce que par exemple, tu vois, tu peux revendre un média qui est très incarné parce que est-ce que tu revends ta marque personnelle entre guillemets. Est-ce qu'un Hugo Décrypte demain peut revendre son média? Si je dis pas de bêtises, il a plusieurs channels aussi maintenant. Je crois, ouais. Ça Tu fait longtemps que vois, j'ai pas il suivi a, le. moi non plus, mais il a aussi justement essayé de multiplier ça pour pouvoir avoir une résonance. Hmm, Euh, mais effectivement, c'est son nom, c'est compliqué. Mais pour le coup, c'est vraiment un influenceur, tu vois. Pour mhm, moi, c'est certes de la transmission d'informations, et c'est un média très respecté, très respectable, mais c'est un influenceur à la base. mhm. C'était pas une stratégie de je monte un média. Oui, c'est vrai. C'était une stratégie, je sais pas s'il y en avait une d'ailleurs au tout début quand il s'est lancé. Mais donc c'est effectivement soit t'es influenceur et là vraiment, mais il y a, enfin regarde les émissions de télé, le présentateur télé, Ouais, c'est vrai. c'est la Star Academy, ça existe parce que Nikos. Hmm, Enfin, tu imagines la Star Academy sans Nikos? hmm. Non? Ouais, c'est vrai. Mais bon, Mais en après, même temps, le JT de TF1, bon, ils ont changé de présentateur. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est juste, moi, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup parce que souvent les entrepreneurs qui lancent un projet, bon, bah, au bout d'un moment, ils se disent j'aimerais passer à autre chose et vient la question de la revente. On a parlé avec le journal du geek. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, être un média, tu l'incarnes. Donc c'est toi en fait qui est mis en avant en gros sur les réseaux, sur la manière dont tu communiques. Si tu as envie de passer à autre chose, c'est quand même compliqué parce que c'est ton identité, c'est ta marque, etc. J'ai pas d'exemple encore de. Alors, je suis sûr qu'un MrBeast, s'il veut revendre son Oui, business, il aura pas de problème, tu vois. Mais je veux dire, c'est. ouais, et encore. Bon, déjà, est-ce qu'il revendra? Non. Il est arrivé à un niveau stratosphérique qui fait que, bon, à part Elon Musk, je vois pas qui peut le racheter. Mais euh, non, enfin, j'ai comme ça en tête des médias qui étaient vraiment incarnés par une personne. Je vais pas les citer. Mais effectivement, c'était compliqué de la vente. Je pense à un média qui a été vendu, mais peut-être un peu sous-coté parce qu'il y avait ce risque. Et d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné quand la marque a racheté le média après D'accord. derrière, puisqu'il est parti. Et enfin, il a racheté son média moins cher après. Mhm. Donc, c'est un risque. Euh, mais bah après, tu peux continuer l'aventure, tu peux. Enfin, après, t'as aussi différentes typologies d'acheteurs. Euh, je pense que tout le monde s'est dit les numériques, quand les créateurs vont partir, ça va pas fonctionner. Bah, ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Mhm. Je Alors, il n'y pense que. avait pas ce côté vidéo mis en avant autant, hein. Il y avait plein de journalistes derrière. Euh, mais voilà, après, c'est du cas. Enfin, après, j'ai toujours du mal, moi, si tu veux, à faire une réponse un peu globale. Bien sûr. Je suis plutôt dans l'analyse spécifique de chaque sujet et du cas par cas. Cas par cas, je peux Mhm. en parler pendant des heures et des heures. Mhm. Mais en vrai, prenons des exemples. Ah, tout à fait. Je te pose la question parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Et j'étais curieux de savoir si tu avais, si t'avais des exemples, si tu avais vu passer des choses dans ce cadre. Mais en tout Bah, cas, on en c'est. parlera en off si tu veux. Ok, pas de problème. Avec plaisir. Dernière partie du podcast, tu as mentionné donc, que tu fais de la formation auprès d'écoles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en quoi ça consiste, auprès de qui et sur quoi quels sont les sujets? Ouais. Bah, c'est une période de vie est professionnelle en tout cas, mais aussi de vie qui a commencé il y a un an.
quasiment pile. Bon, clairement, j'étais pas, l'école et moi, on n'était pas les meilleurs amis. Donc j'ai toujours eu un peu ce complexe. Euh, et, euh, et à un moment donné, bon bah voilà, tu montes une entreprise, tu la vends, tu montes d'autres projets, puis tu te remets aussi en question, tu te poses des questions, tu fais un bilan de compétences. Et puis bilan de compétences, bah tu te rends compte de pas mal de choses. Puis on te dit, écoute, tu pourrais être coach, tu pourrais être, ok, c'est pas forcément des sujets qui m'intéressent. Et puis j'ai un pote qui me recontacte, qui me dit, tiens Antoine, je vais prendre la direction de cette école. Euh, c'est super. C'était l'école que j'avais fait, qui est une école de commerce qui s'appelle Euridis, qui est en alternance, spécialisée dans les nouvelles technologies. Et il me dit, et en plus, bah, mon pote enseignait et donnait des cours sur un module qu'on appelle entrepreneuriat. Et il me dit, j'ai trouvé la personne qui va me remplacer. Je lui dis, c'est génial. Il me dit, ouais, ouais, c'est toi. Mais non, non, moi, l'école, le tableau, c'est pas possible, quoi. Et puis, bah, il me dit, si, si, c'est toi, et c'est la semaine prochaine. Et donc, j'ai été un peu obligé d'y aller la semaine d'après, donc il y a un peu plus d'un an. Et j'ai commencé à donner des cours d'entrepreneuriat. Alors, c'est ce que je dis à mes élèves au début, c'est on ne devient pas entrepreneur après des cours d'entrepreneuriat. Euh, donc, c'est un peu utopique, mais c'est des rencontres, c'est de l'expérience, et en fait, on travaille des projets. D'accord. Pour leur expliquer, on a 4 journées sur un an, quasiment sur une année, où on va travailler les projets. En tout cas, sur ce module-là. Après, j'ai plein d'autres modules plus commerciaux. Et c'est génial parce qu'en fait, on réfléchit avec eux sur des projets. Donc, c'est un peu du coaching. Et on utilise tous les outils, les matrices, les SWOT, tout ce qui te permet de créer une base de projet d'un business plan. Et on va jusqu'à la partie finance. Et à la fin, c'est le pitch, un peu comme l'émission qui va être mon associé. Et donc, je deviens l'investisseur et ils me présentent leur projet. Et en fait, c'est génial. C'est génial parce que c'est des échanges, c'est de partager ton expérience, c'est de voir un peu aussi eux où ils en sont. Tu vois, cette tranche d'âge 20-25 ans, quelle vision ils ont euh, et, euh, et quelle vision ils ont aussi du marché des médias. On en parle de temps en temps, mais du marché professionnel puisqu'on est dans une boîte sur les nouvelles techno. Donc ça, c'est un plaisir. Enfin, voilà, c'est dingue. Donc, merci Macram de m'avoir proposé de prendre ce poste. Et après, bah, quand tu commences à faire une école, bah, tu as une deuxième école qui te contacte ou si t'es pas trop mauvais. Donc, là, j'ai travaillé avec Origami, qui est plus un centre de formation, d'ailleurs, qui est une boîte créée par des anciens de l'univers de la publicité. Et là, j'accompagne sur un module qui s'appelle chef de projet, IA et no code. Et donc moi, je suis en mentor et en accompagnement dès le début. Et là, c'est une formation de 3 mois. Et à la fin des 3 mois, j'ai des fusées qui sont capables de te créer des automatismes, des automatisations de projets. Et on travaille énormément sur les médias. On travaille avec Prisma, qui vient de temps en temps pendant les soutenances et on va créer un modèle économique, un business, une automatisation, soit pour les journalistes, soit pour le média. Et c'est super intéressant parce que à la fin, tu retrouves des alternants qui ont des compétences de dingue. Et humainement parlant, bon, bah, c'est très enrichissant. J'ai toujours aimé former mes commerciaux. Bah là, je forme des élèves et j'échange avec eux et c'est génial. Et que ce soit côté donc école pour l'entrepreneuriat ou côté IA et no code, qui est plus axé médias du coup, est-ce que les médias attirent les étudiants ou est-ce que ils rêvent plutôt de lancer des licornes justement dans l'IA, dans la tech, dans des secteurs, je sais pas, même les biotech ou d'autres secteurs. Qu'est-ce qui leur Alors, comment ils perçoivent le secteur média côté business? ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que euh, chez Eurydice, je dirais qu'il y en a beaucoup qui sont très business. C'est une école de commerce, donc ils sont très business. J'ai envie de te dire, ils s'en fichent du secteur.
Ce qu'ils veulent, c'est faire du cash. Ok. Euh, donc, mais c'est normal, c'est une école de commerce. Mhm. Donc, ils ont une vision média plus influenceur. Ok. Alors que Origami, on est vraiment dans la tech. Euh, on n'a pas des profils de commerciaux, donc c'est logique aussi. Mais on est sur le projet et on est sur la possibilité infinie de tout ce qu'on peut faire avec le no-code et l'IA. C'est illimité. Et, euh, et finalement, on leur donne une thématique. Au début, c'était effectivement les médias. Et ils étaient capables de te créer des newsletters automatisés. C'est ça que j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est Mhm. que c'est des sujets qu'on a travaillé aussi pour des médias sur des thématiques, sur des sujets, avec un modèle économique derrière. Donc eux, c'est vraiment je travaille la techno, et puis le projet que j'ai le jour 1 sera sûrement différent du jour 5. Et après, je verrai la vision business. Donc c'est des visions un peu différentes. Il faudrait que je mixe les deux en fait finalement. Euh, mais euh, mais oui, ils ont une vision qui est vraiment différente des médias, c'est-à-dire que euh, le côté IA et no code va analyser énormément l'information sur le web. Ils vont aller à la recherche de l'information, alors que l'autre école va être plus dans ce qui arrive comme information. On revient sur ce que je disais tout à l'heure, hein, la consommation du contenu. Est-ce que tu vas le chercher ou est-ce qu'il vient à toi? Et finalement, le côté opportuniste, c'est j'ai entendu parler de ça. Et l'autre, le côté je monte un business et pourtant c'est chef de projet, tu vois, c'est même pas entrepreneuriat. C'est je vais analyser tous les trucs, je vais être sur Reddit, je vais regarder un peu tout et puis je vais m'informer et puis j'ai trouvé le truc, allez, j'essaye de le craquer. Mhm. Et là j'y vais. Est-ce qu'il y en a certains de chez Origami qui ensuite vont travailler dans des groupes médias? Tu as parlé de Prisma qui intervenait. Ouais. Qu'est-ce qu'ils recrutent Ouais, ouais, ils en prennent. Et même moi, je discute toujours avec mes élèves sur des idées de business parce que j'ai aujourd'hui des gens qui sont très flexibles et qui ont compris que avec le no-code et l'IA, tu pouvais faire quasiment ce que tu voulais Mhm. et monter et mettre en place après un modèle économique. Donc non, non, c'est les deux sont chassés, parce que les deux sont en alternance, en tout cas les deux écoles. Euh, et, et effectivement, on a Prisma, on a d'autres groupes médias qui interviennent ou des boîtes tech, de la tech, qui viennent aussi. Ok, super intéressant. Ouais, je pense que c'est super intéressant pour les médias, justement, qui, tout à l'heure, tu disais qu'ils étaient un peu en attente, ils regardent ce qui se passe, etc. C'est super intéressant d'avoir des jeunes qui n'ont pas tous les concepts qui ont défini les médias ces 10 dernières années, de venir dans un groupe et d'apporter une nouvelle vision, en fait, des Mais choses. t'as des groupes médias, j'en ai cité un il y a 2 minutes, qui ont des rooms, des équipes dédiées IA, justement, à la fois soit pour travailler sur un projet spécifique, soit justement pour imaginer le modèle de demain, quoi. Et t'as quelques groupes, je ne les citerai pas, mais qui ont des équipes assez grosses là-dessus. Sur l'IA. Ouais, Mais dans les côtés rédaction, tous, non, tout. Ok. tout. Tout. Justement, des teams dédiés, soit sur des projets spécifiques, qui peuvent être des projets qu'ils vont revendre, tu vois, des projets commerciaux, Mhm. sur la rédaction. Bien entendu, il n'y a pas une équipe de rédaction qui travaille pas avec de l'IA, faut arrêter. Mais d'arriver à trouver les bonnes informations, bah, tu mets en place tout un process d'automatisation. Et puis tous les matins, tu reçois ta newsletter avec aujourd'hui c'est ces sujets-là qu'il faut travailler quoi. Mhm. Et la newsletter est à chaque fois souvent le moyen de transmettre l'information euh,
sur lequel les élèves ont travaillé. Ils ont mis en place un outil, parce qu'on travaille beaucoup sous forme MVP, donc le minimum, et la newsletter ressort, bah, j'ai travaillé et analysé toutes les informations, comment je la transmets, Hmm. une newsletter. Ouais. On y revient. Le retour aux bases. Ouais. Excellent. Bah écoute, si tu as des cas d'école ou des intervenants qui ont des projets sympas sur l'utilisation de l'IA, hormis dans les newsrooms et dans les rédactions, moi ça m'intéresserait beaucoup Ouais, d'explorer bah le écoute, sujet. je te Donc mettrai en relation, pas super. de problème. Merci beaucoup. Est-ce que tu as encore 5 minutes pour les questions de fin? Ouais, allez, Ok, vas-y. nickel. Quel est l'outil ou le service que tu rêves d'avoir pour faire ton boulot et qui n'existe pas encore? Alors, peut-être plus côté média ou peut-être même quand tu avais le journal du geek ou maintenant quand tu accompagnes des médias, est-ce qu'il y a un outil qui te servirait beaucoup? Ouais, je dirais un truc assez simple, mais ça existe, c'est les outils d'analyse des tendances. Après, l'analyse des tendances, non pas à venir, mais vraiment du moment et peut-être les, les débuts de se dire, bon, bah tiens, ça, on commence à avoir... Hmm. il y avait une série sur Canal, je retrouve plus le titre, où en fait ils analysaient énormément les réseaux sociaux euh, et, euh, et de voir d'où ça part, tu vois, de remonter toute la chaîne. Peut-être un truc comme ça, tu vois, qui me permettrait d'avoir l'information à la base. Hmm. J'aimerais bien l'avoir. Je sais pas si ça me servirait vraiment, mais j'aimerais bien avoir un truc qui me dit l'info que j'ai trouvée là, que je vais transmettre à ma rédaction, à la base, elle vient pas de la source d'avant, mais elle vient de cet endroit-là. Mhm. Et peut-être ça permettrait d'avoir un travail encore plus qualitatif. Donc peut-être un truc comme ça. D'accord. Je sais pas si Donc, ça servirait ou je sais pas s'il y a un modèle économique, tu vois, ou un intérêt, mais moi ça m'intéresse. donc, découverte des tendances actuelles et Ouais, vraiment d'où elles viennent. C'est ça? ouais, Ouais. Ok. vraiment d'identifier la source, tu vois, le hand spinner, il est sorti d'où, quoi? Hmm. Tu vois, ce truc-là, et puis limite, tu vois, de créer un média qui parle que de ça. Hmm. D'où est sortie la source, tu vois, source, quoi, source.com, bon, ça existe. Ouais. Mais j'aime pas un truc comme ça, tu vois, ça me branche. Et côté média, tu l'utiliserais, tu sais que tu sais pas trop comment l'utiliser, s'il y a un modèle économique derrière, mais toi, tu as ta première intuition. Si tu as besoin de cet outil, c'est bien que tu te dis, il y a un truc à faire Bah, c'est dessus. du fact-checking, enfin, c'est de base, enfin, tu vois, tu vérifies ta source, Facebook qui arrête, Twitter qui arrête, enfin, tu vois, Hmm. d'avoir un truc avec une sorte d'automatisation qui va remonter le plus haut possible, et puis Hmm. à la fin, t'as l'humain qui intervient. Ok, Parce que sans l'humain, tu pourras pas vérifier. Mais ça pourrait être un service. ok, très clair. Quelles sont les tendances médias qui te stimulent le plus en ce moment? Qu'est-ce qui me stimule? Bon, la musique. Moi, je très proche de la musique. Mm, mais du coup, c'est pas forcément par les médias, c'est plus par les réseaux sociaux. Ouais. Euh, les tendances des médias, j'ai pas forcément. Tu vois, je suis pas un gros fan d'un truc, d'un sujet, d'escalade ou de choses comme ça. J'aime plein de choses. Je fais plein de choses, mais euh, donc j'ai finalement, je suis un consommateur de médias qu'il ne faudrait pas que j'ai comme client. C'est-à-dire que je suis toujours sur Twitter, enfin X. Mhm. Euh, je pense que je m'en passerai pas. Parce que j'ai aussi peut-être cette capacité à analyser le contenu et à vérifier la source. Gros problème. Et donc je le consomme vraiment partout. Enfin, tu Mhm. vois, je pense que quand je regarde mon temps d'écran, ou si je reprenais mon temps d'écran de tous les onglets Chrome, c'est un peu partout, quoi. Euh, et en même temps, tu vois, j'ai même perdu ta question, mais j'ai quand même ces newsletters qui arrivent Mhm. et qui me ramènent sur des points importants. J'ai les newsletters finance, les newsletters le sport, etc. Mais j'ai perdu ta question. Donc, c'était les tendances médias qui te stimulent le plus.
Ouais, donc j'ai pas de. Bah, en fait, j'en ai pas. Hmm. Ouais, je sais pas quoi répondre à cette question. Ok, Faudrait que je passe beaucoup plus de temps à l'analyser. pas de problème. Dans le second podcast qu'on va faire ensemble, Ouais. tu auras le temps de On réfléchir. refait le monde. Quelles sont les choses, au contraire, qui t'inquiètent ou qui t'interrogent le plus dans cette industrie des médias aujourd'hui? Bah, c'est pour la future génération. Euh, c'est que effectivement, nous, on avait et encore, on était sur la fin des médias papier. Enfin, j'en ai consommé un peu, mais plus sportif que qu'autre chose. Hmm. Ou les médias gratuits, le 20 minutes, métro à son apogée. Euh, on n'avait pas peur de lire le contenu et de se dire est-ce que c'est vrai ou pas. Euh, et aujourd'hui, bah en fait, je sais pas. Je sais pas si l'information elle est juste, sauf si tu vas sur des médias spécialisés, mais les jeunes n'y vont pas, en tout cas la majorité. Donc ça, vraiment un truc qui m'inquiète, pour me dire, et on le voit, hein, les élections aux États-Unis, tous les réseaux sociaux, la transmission d'informations, tu peux discuter avec quelqu'un qui va dire, mais si, si, c'est juste, si, si, c'est juste. Et tu vois, on revient finalement à mon outil de tout à l'heure, tu vois, le checking euh, tu vois, je suis inquiet des prochaines élections présidentielles en France, me dire, qu'est-ce qui va se passer, comment l'information va être transmise, parce que même des grandes chaînes nationales françaises, ont un parti pris. Euh, et c'est normal, il y a des investisseurs derrière, il y a des annonceurs, il y a des financiers, c'est pas possible, c'est plus possible. Ou alors, demain, tu crées un média et tu te dis, mais c'est déjà le cas, j'en ai parlé, que le média, finalement, il soit gratuit, mais payé par tes impôts. C'est déjà le cas aujourd'hui en partie, hein, il y a des aides, mais ça permet pas de faire vivre le média. Mais il faudrait que le média se dise, bon, bah, je suis pas là pour gagner de l'argent, je suis là pour transmettre de l'information. Et aujourd'hui, je pense que les médias ont perdu ça. Euh, Bah ouais, au journal du Geek et tous les médias, tu avais une pression des marques, une pression financière. Donc c'était compliqué quand même de dire ce téléphone, il est nul, il mérite un 5 sur 10 quoi. Euh, Peut-être qu'il a eu 6 et pas 5 alors qu'il méritait vraiment 5. Donc j'ai un peu peur là-dessus et je sais pas comment tout ça va être consommé parce que des chats GPT qui te donnent de l'information, bah si tu la vérifies pas, tu sais pas. Euh, et puis t'es jeune, tu t'installes l'appli, tu fais ta requête, t'as une réponse, tu dis qu'elle est juste. Enfin, c'est chat GPT quoi. Donc je suis un peu inquiet là-dessus. Ok. Quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus? T'en as cité en France déjà des groupes médias. Tu peux aller à l'étranger, est-ce qu'il y a un site ou ouais, un média qui tu trouves ils font du travail particulièrement bon, J'aime qualitatif, bien innovant? les médias beaux. Euh, donc, je dirais Views. Je sais pas si tu vois, c'est un média dans l'univers de. Je sais même pas comment on dit en France, euh, mais c'est beau, c'est la musique, euh, c'est c'est quali. Voilà, j'aime bien un peu ces médias où c'est vraiment beau d'un point de vue desktop. Ok. La vue mobile, c'est un peu différent. Donc j'aime bien le côté un peu qualitatif, un peu design. Il s'appelle comment ce média? Je te Ouais, recherche et je te ok. partagerai le On nom mettra en description. l'URL. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que je suis tombé sur une landing page pour une newsletter. C'était une newsletter B2B. Et ils avaient vraiment fait un travail visuel qui fait qu'en fait, tu as t'as envie de suivre le média parce que Mhm. dans chaque édition, il y avait une créa qui ressortait. Tout était vraiment incarné dans l'univers de la marque, mais visuellement. Euh, et je trouve que ça fait vraiment une différence. J'en parlais avec Esther de Magma aussi, Mhm. qui a sa propre newsletter sur Substack. Et chaque édition, elle utilise des créas qui ressortent vraiment. Et je trouve que les médias, parfois, ils jouent pas assez avec cet aspect visuel et beau, comme tu dis. Je trouve Mhm. ça assez dommage. On retrouve à peu près tout le temps la même chose. Je sais pas trop comment l'expliquer, ça. Si,
Bah parce qu'il y a la pression publicitaire aussi. Donc l'URL c'est views.fr, views. Cool, merci. Mais je repense, tu vois, aussi à alors là c'est un peu plus personnel, mais Fubiz de Romain Collin. On se connaît depuis 15-20 ans et c'était beau, tu vois. Sa stratégie c'était le beau. Euh, et de temps en temps, ça fait du bien. Mais effectivement, le côté qualitatif des images, pour moi, c'est essentiel. Mais Views, c'est surtout sur les réseaux sociaux, finalement, aussi l'impact visuel du contenu sur les réseaux sociaux, parce que finalement, peut-être que je le consomme plus sur Insta Mhm. que sur le site internet. Ok. On en a déjà parlé, donc tu peux sauter cette question, mais ou y répondre de manière plus précise au contraire. Quel est le business média que tu rêverais de lancer là? Si demain tu dois en lancer un, tu as parlé de passion ou d'un sujet qui t'enthousiaste. Quel serait ce média? Bah, en fait, je ne sais pas si je le ferais enfin, quelle optique finale. Est-ce que je le fais pour transmettre de l'information? Est-ce que je le fais pour gagner de l'argent? Est-ce que je le fais pour le revendre après? C'est finalement peut-être, c'est triste, mais c'est trois stratégies Ouais. complètement différentes. Hmm. Donc on va prendre la plus belle. Effectivement, le modèle économique basé sur pas un abonnement, parce que j'ai pas envie que les gens payent. D'ailleurs, je vais te parler d'un autre truc rapidement après, mais Mhm. je veux que le contenu soit gratuit. Mais effectivement, peut-être avec des aides de l'État, donc tu vois, pas d'objectif, peut-être une assoce, tu vois, Wikipédia de l'information. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que j'en ai parlé avec une personne spécialisée dans l'IA. Ça a été notre premier sujet lors d'un déjeuner. On a parlé des jeunes justement et l'IA. Et moi, je rêverais, si tu veux, que aujourd'hui, l'IA est accessible pour tout le monde, hein. ChatGPT gratuit. Un prof particulier, c'est pas gratuit pour tout le monde. C'est pas gratuit d'ailleurs. Euh, et donc, dans les milieux un peu moins favorisés, je vais pas dire défavorisés, je rêverais, tu vois, de pouvoir créer un modèle qui serait très peu cher, en tout cas qui paierait les coûts de fonctionnement et qui permettrait d'avoir un prof particulier et adapté à chaque personne, puisque tu peux y arriver. Et, et si t'es pas content dans la façon dont le prof te répond, bah tu lui dis. Et le ChatGPT va être capable de modifier son langage et, et puis au final de t'apprendre les cours de base de manière un peu plus ludique, si tu as besoin que ce soit plus ludique. Donc ça, j'aimerais faire un truc comme ça, tu vois, mais encore une fois, sans business plan derrière pour l'instant. Très cool. Bah, Un prof.fr, tu vois, mais Mhm. ça viendrait un peu mettre le bordel dans leur modèle économique. Ça rejoint le côté formation. On sent quand même que tu prends vachement de plaisir à transmettre tes connaissances et à imaginer le futur auprès de la Mhm. nouvelle génération. Donc, ouais, je pense que c'est un projet qui a du sens. Ouais. C'est un beau projet. Est-ce que tu cherches bah, justement des partenaires ou des financements, des contacts pour des projets que tu as profites-en pour demander Non, à mon audience. parce que si j'avais besoin, j'ai la chance de pouvoir facilement contacter des gens et leur présenter les projets. Euh, Tu vois, j'interviens même pour des structures comme Cohort qui accompagnent Mm. des startups avant les levées de fonds. Euh, donc c'est pas ma problématique. Mhm. C'est pas ma problématique. Et en plus, j'aime bien aussi avoir mon indépendance, non pas pour euh, pas avoir la pression de quelqu'un derrière, mais juste de me dire bon bah mon modèle c'est ça, il faut que ça fonctionne tout de suite. Mhm. Euh, alors ok, j'ai besoin d'une avance, mais ça restera une avance, tu vois. Ça sera peut-être un crédit. Ça sera pas un investissement. Euh, voilà. Et après, si effectivement il y a des développements techniques qui nécessitent quelque chose, c'est un autre sujet. C'est de l'argent, de l'investissement. Euh,
Mais non, j'ai pas de besoin là-dessus. Et comme je te disais, au Journal du Geek, on n'a jamais eu besoin de lever Ouais. d'argent. Après, c'était une autre époque, Mhm. avec des budgets qui rentraient plus facilement. Mais voilà. Donc, j'ai pas de besoin d'annonce à ce niveau-là. Très Après, clair. si vous voulez travailler avec moi sur du conseil et de l'analyse un peu des situations Mhm. des médias et ou la création de programmes d'affiliation, avec grand plaisir, je suis disponible. Ok, très bien. Bah, c'était ma prochaine question. Quel est le meilleur moyen de te contacter si justement les gens sont intéressés par ton service d'agence backing.fr? Bah, LinkedIn. Et puis en Ok. plus, j'ai mis un truc dans mon profil LinkedIn pour j'aime bien donner du temps et j'ai mis en place un rendez-vous pitch gratuit hein, où j'écoute pendant une demi-heure, une fois ou deux, enfin une fois par semaine. C'est plus sur des jeunes, mais ça peut être des moins jeunes, hein, pas de sujet là-dessus, mais sur des startups. Et voilà, un échange de une demi-heure sur le sujet, et puis je te donne un peu mon retour. Ça mène à quelque chose ou pas? C'est pas du tout l'objectif. D'accord. Les startups que j'accompagne aujourd'hui, je ne les ai pas contactés pour gagner de l'argent. On a discuté un jour. Ah tiens, ouais, ouais, allez, on peut faire ça. Hmm. Et ça s'est monté comme ça. D'accord. Mais Donc rendez-vous pitch dans mon profil LinkedIn si tu as ok. besoin ou par mail. Je mettrai le lien. On est d'accord que c'est pas forcément des startups dans le domaine des médias. C'est des Ah non. startups Ouais, tech. ouais, ouais, ça peut être n'importe quoi. Après, l'analyse que je fournirai, elle est à prendre. Si c'est un sujet ou une thématique que je maîtrise pas du tout, je le préciserai au début. Enfin, tu vois, je vais pas m'embarquer dans un sujet que je ne maîtrise pas. Très clair. Bah, écoute Antoine, merci beaucoup. Une conversation riche. On arrive quasiment aux 2 heures, donc tu vois, il y avait beaucoup de choses à dire et je pense qu'on pourrait passer encore plein de temps parce que t'es vraiment un passionné, je pense, et ça se ressent. Merci. Donc, félicitations pour ton parcours aussi, le Journal du Geek. Moi, c'est personnellement un média qui m'a beaucoup inspiré aussi quand j'étais publisher. Donc, ouais, une belle aventure et c'était un Moi, plaisir j'étais pas tout d'échanger. seul, hein. On Ouais. était plusieurs. Et justement, les autres, pour vraiment clôturer, là, les autres cofondateurs, ils se sont relancés dans les médias ou ils ont complètement changé de... Eh ben, il y en a deux qui sont toujours Anne Fan et Grégory Pujol, toujours au sein du Journal du Geek. D'accord. Anne a pris la direction du Journal du Geek, enfin la direction éditoriale, et Grégory aussi, et puis sur la partie produit. Enfin, il y en a d'autres qui sont partis complètement, et puis on s'est perdu de vue, et c'est pas grave. Mais voilà, il y en a deux qui sont toujours là auprès du bébé. D'accord. Chez Kelleops. Chez Kelleops, tout à fait. Très bien. Ok. Bah, écoute, très inspirant et bonne continuation. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Et ouais, à bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. Salut.